Je vais commencer par expliquer un petit peu l'idée de ce séminaire et puis introduire nos auditeurs et puis expliquer comment on va organiser cette séance. Donc ce séminaire, le séminaire Fichet Henlin, c'est un séminaire de réflexion très général sur la numérisation de l'enseignement supérieur, donc thème de réflexion qui est très vaste. Et ça, je le dis aussi pour nos invités, où on s'intéresse aux effets de la numérisation sur la recherche, l'enseignement, sur la gouvernance de l'enseignement supérieur. Et l'un des aspects, c'est seulement un des aspects de cette réflexion vaste, mais c'est celui qui, moi, m'intéresse au premier chef, c'est la question des effets du numérique sur les disciplines, en ce qui me concerne, sur la discipline histoire. Est-ce que les outils numériques ne sont que des, pour le dire en simple, ne sont que des techniques extérieures à la discipline qui permettent des gains de productivité et que donc il faut s'approprier, ou est-ce qu'ils ont des effets profonds sur les façons de penser, de produire, de communiquer les savoirs, d'intérioriser les méthodes de la discipline, etc. Alors, il faut que je dise un mot sur le dispositif du séminaire, parce qu'il est un petit peu particulier. En fait, c'est pas seulement un séminaire de réflexion sur la numérisation de l'enseignement supérieur, c'est aussi, à mon sens, un séminaire d'expérimentation et d'innovation. Ça n'est pas mon souhait, personnellement, mais c'est comme ça que ça se passe, puisque donc, en fait, dans ce séminaire, il y a une partie des gens qui sont en salle. Alors là, je vais dire pour les gens qui sont en train de suivre le séminaire à distance qu'en salle, on est, j'ai l'impression, une bonne douzaine, on va dire. Et puis, il y a une autre partie de la salle qui est virtuelle, une quinzaine. Une autre partie de la salle qui est virtuelle et qui va participer à sa manière au séminaire. Alors, pour justement organiser cette participation de la partie virtuelle de la salle, il y a un Framapad en ligne, qui est un écritoire collectif, sur lequel les auditeurs participants à distance formulent des questions, vont écrire pendant qu'on parle, donc pour que la salle virtuelle puisse participer. Le problème, c'est que le problème de ce dispositif, c'est que ça pourrait très bien nous perturber si on avait un texte qui s'écrivait en ligne au moment où on parle, on n'arriverait plus à se concentrer. Et donc là, justement, un effet du numérique sur le séminaire, ça serait de briser ce que c'est qu'un séminaire, qui est un endroit où on peut échanger des idées. Donc on va pas faire ça, on va laisser le Framapad se remplir sans le regarder. Et puis tout à l'heure, peut-être dans 1 heure ou dans 1 heure et demie, on va tous regarder ensemble le Framapad. Moi, je propose qu'on fasse... sauf s'il y a des oppositions, qu'on fasse plutôt comme ça, plutôt que ce soit moi qui regarde le Framapad et qui synthétise et hiérarchise à ma sauce les questions. On pourra tous les regarder et il n'y aura pas une personne qui aura la charge de hiérarchiser ce qui serait important et ce qui ne serait pas. Alors, donc là, je crois que je n'oublie rien des points à préciser sur la présentation générale du séminaire, sinon vous me dites. Voilà, et donc ce séminaire, effectivement, sera en podcast et pourra être revisionné sur Internet dans 2 jours. Je vais présenter nos invités. Donc là, on a deux chercheurs de 2 générations différentes, et c'est un peu l'un des intérêts de ce séminaire que de croiser les regards entre un historien, Jean-Philippe Jeunet, qui a connu au moins 2 tournants, révolutions liées à l'ordinateur, et un autre qui est de ma génération, qui est, sinon né avec les ordinateurs, du moins comme chercheur, a commencé sa recherche dans les années 2000 et donc peut être considéré comme un chercheur nativement numérique. Peut-être c'est pas le cas, il nous dira. Ces historiens ont des points communs, parce que tous les 2, ils ont un point de vue qui n'est pas franco-centré sur les effets du numérique. C'est 2 historiens qui ont une grande ouverture internationale. C'est aussi 2 historiens de périodes différentes.
Jean-Philippe Jeunet est médiéviste, Frédéric Claver est contemporanéiste, et ça c'est important parce que là on va réfléchir à la numérisation de la discipline histoire, mais on pourrait très bien dire que la discipline histoire ça n'existe pas. Ce qui unifie l'histoire, c'est des institutions, un habitus disciplinaire, des concours, etc. Mais c'est certainement pas une même méthodologie, une même approche des documents ou des questionnements. Alors d'abord Jean-Philippe Jeunet, donc, je connais un petit peu ses travaux puisque il avait dirigé ma maîtrise à l'époque où j'étais médiéviste. Moi, je suis maintenant 19e-iste. Il est spécialiste de l'Angleterre et s'intéresse à la construction de l'État et de la société politique à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Et il a aussi été le principal acteur de la création d'un enseignement au sein de l'UFR d'Histoire de Paris 1, qui est aussi le principal lieu de formation des historiens en France par le nombre d'étudiants et d'enseignants. Enseignement en informatique qui est aujourd'hui très développé, ce qui se traduit sous la forme de postes, d'ingénieurs, d'enseignants, de modules obligatoires ou pas dans les diplômes, et ce qui crée aussi un style historiographique pour les masters et les thèses qui sont produits à Paris 1. Donc on peut dire qu'il a été un acteur de l'institutionnalisation de l'informatique au sein de la discipline histoire, et sa réflexion sur le sujet, elle est ininterrompue et abondante. Je citerai un article de synthèse sur l'historien et l'ordinateur dans la revue Historien et géographe en 1978, et puis à partir de là, une liste qu'il n'est pas possible de reprendre ici, auprès de différents publics, français ou internationaux, dans les années 80, 90, 2000. Et depuis le tournant numérique, il a continué cette réflexion, ce qui s'est traduit par un programme ANR, ATIS, Atelier International Histoire et Informatique. C'est intéressant parce qu'il reprend le syntagme traditionnel Histoire et Informatique, ce qui montre un peu la continuité d'une réflexion entamée dans les années 60 et 70 et reprise dans les débats plus récents sur la digital history, sur histoire informatique, histoire numérique, est-ce que c'est la même chose, hein? Et donc on va parler de ça avec lui aujourd'hui, notamment de cet ouvrage, Les historiens et l'informatique, un métier à réinventer, ouvrage collectif qui faisait la synthèse de cet ANR. Frédéric Claver, spécialiste d'histoire contemporaine, l'auteur d'une thèse et d'un livre sur un économiste et homme politique allemand, Hjalmar Schacht, je ne sais pas si je prononce bien, ministre de l'économie d'Hitler avant de s'opposer à lui. Il s'intéresse donc au rapport entre l'histoire économique, les relations internationales, la construction européenne. Et par ailleurs, il s'intéresse aussi à la question de la numérisation de l'histoire, de la discipline histoire. Sujet sur lequel il a aussi publié un ouvrage collectif avec Serge Noiret, qui est là sur les tables. Si vous voulez les montrer à la caméra, on aura une image visuelle. L'histoire contemporaine à l'ère numérique, donc publié en 2009. Alors pour ce séminaire, on avait envoyé à nos deux invités deux questions très générales en amont, parce qu'il faut préciser que donc, ce séminaire s'adresse à un public très large, pas du tout un public d'historiens. Public de gens de disciplines très variées, et que donc on ne va pas présupposer que justement il n'y a que des historiens dans cette discussion, ce qui est faux. Donc on va essayer d'expliquer les choses aussi pour des gens qui s'intéressent à la numérisation de l'enseignement supérieur, mais en venant d'autres disciplines. Donc on avait posé deux questions très générales qui étaient les mêmes qui avaient été posées à la séance précédente où on avait invité des littéraires. On va repartir de ces deux questions, et puis on va organiser la séance sous forme d'une discussion assez libre, où chacun dans la salle pourra intervenir quand il le voudra. Il faudra que je passe le micro, c'est une des contraintes techniques liées au fait que ce séminaire est un séminaire numérisé. Et puis donc, après, on utilisera le Framapad. Alors, on avait une première question, et on peut peut-être commencer par là, et puis ensuite laisser parler nos invités, qui était la suivante. Quelles sont, à votre avis, en histoire, les transformations les plus importantes liées au numérique, modifiant le processus, données, traitement, édition, pédagogie, valorisation, allant de la recherche à ses diffusions pédagogiques et publiques. Alors je vous propose de commencer à parler très, très librement sur cette question, et puis on pourra peut-être la préciser pour la discussion. Je commence parce que j'ai commencé plus tôt. Voilà, c'est ça. Donc j'ai peut-être plus de recul. Alors je dirais transformation, j'en vois de deux ordres. Le premier ordre,
ce sont des transformations qui auraient dû se produire et qui ne se sont pas produites, ou qui se sont produites insuffisamment. Peut-être parce que la discussion est restée cantonnée aux historiens, mais je pense qu'il fallait bien commencer par là, il fallait bien essayer de convaincre les historiens d'adapter leur méthode. Donc là, je veux parler de transformation d'ordre méthodologique qui touche très profondément à la discipline histoire dans ce qu'elle a de plus essentiel, c'est-à-dire le raisonnement et la critique historique. Pourquoi est-ce que ces transformations ont eu du mal à se produire? Tout simplement parce que la formation des historiens est telle qu'elles ne peuvent que difficilement s'enraciner et se développer, et d'autre part parce que les historiens vivent dans un espace qui est très limité volontairement, parce qu'ils refusent essentiellement le contact avec les sciences sociales, je dirais la sociologie et les sciences politiques. Quand je dis qu'ils le refusent, entendons-nous, bien sûr, les historiens lisent la sociologie, les sciences politiques, sont influencés par elles, etc. Mais ils ont une peur panique de voir leur discipline dévorée ou confondue avec la sociologie et les sciences politiques. Et évidemment, c'est particulièrement vrai des historiens contemporanéistes. Et c'est ce qui explique en partie que le développement en histoire s'est fait plus facilement du côté de l'histoire médiévale ou de l'histoire ancienne, où là, où il n'y a pas grand risque d'être confondu avec ces disciplines. Il y a toujours eu un tirage entre l'histoire contemporaine et les autres disciplines historiques, les autres périodes historiques. Bon. Alors, ces transformations méthodologiques auxquelles je fais allusion, ce sont des transformations qui toutes reposent sur une pratique qui est une pratique pluridisciplinaire. C'est-à-dire que si on veut faire évoluer les choses en histoire, il faut effectivement se doter d'outils d'analyse des données. Et donc, ça suppose qu'on travaille avec soit directement des statisticiens et des mathématiciens, soit, si on n'en est pas capable ou si on n'en a pas l'envie, travailler précisément avec des sociologues qui, eux, ont depuis assez longtemps fait ce type de révolution. Deuxième domaine, qui est tout aussi important, qui est celui qu'on commence à appeler aujourd'hui la textométrie, disons la statistique lexicale, l'étude du langage. Et là, c'est vrai qu'en dépit de critiques féroces, par exemple de Michel Foucault, dès les années 70, les historiens en sont restés à une pratique très empirique de l'approche du texte, se considérant comme étant simplement des interprètes légitimes des textes qu'ils ont à manier à travers les sources, et substituant leur propre narration, leur propre extrait du texte à celui qui est le texte de la source, qui lui, pour être étudié à fond, suppose un travail de lexicométrie, un travail de mise en dictionnaire, un travail d'étude des contextes, des co-occurrences, etc. Toutes choses que les linguisticiens font depuis longtemps, mais que les historiens ont peiné à faire. Alors, bien sûr, il y en a certains qui l'ont fait, mais ce ne sont pas des pratiques majoritaires dans la discipline. Et enfin, plus récemment, il y a toutes les pratiques de l'analyse spatiale et de l'analyse de l'espace qu'on peut lier aux systèmes qui ont des données géoréférencées. Donc ça fait tout un ensemble de pratiques, de choses. Alors là, il a fallu travailler avec les géographes, ce qui paraît évident, mais ce n'est pas si évident que ça pour les historiens. Il faut ajouter que les géographes n'y mettent pas une bonne volonté extrême. Donc voilà, cette pratique pluridisciplinaire qui est, à mon avis, essentielle pour la transformation des méthodes et des méthodologies historiques, c'est peu faite ou mal faite ou insuffisamment faite. Et on en est encore là. Et donc le problème reste toujours dans le camp des historiens. C'est au niveau de la formation des historiens qu'il faut essayer d'agir et de changer les choses. Bon, je parle très brièvement, on pourra revenir par des questions là-dessus. Deuxième ensemble, c'est ce qu'on appelle plutôt aujourd'hui, alors on dit plutôt la numérisation et les aspects numériques, qui vont fatalement transformer le travail des historiens. Là, c'est un processus en cours. C'est plus facile, d'une certaine façon, parce que c'est une transformation qui est imposée à l'historien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel étudiant peut accéder à Wikipédia, à travers Wikipédia, à toute une série de connaissances, des masses de connaissances, par navigation, si l'étudiant est intelligent, parce que le problème reste le même avec un livre. Si le livre est consulté par un crétin, ça n'arrange rien
avoir une bibliographie de 10 titres. Wikipédia consulté par un imbécile produira des imbécilités, ça c'est clair. Mais Wikipédia utilisé par quelqu'un d'assez subtil, d'intelligent et curieux peut amener à beaucoup d'autres navigations. Et on voit nos étudiants être capables de maîtriser des connaissances qui étaient tout simplement absolument hors de leur portée il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, avec les bibliothèques, on accède aux articles de revue de façon extrêmement facile, et donc un étudiant intelligent, encore une fois, peut naviguer dans l'information beaucoup plus facilement qu'avant. Alors, évidemment, autrefois, quelqu'un qui maîtrisait très très bien les bibliographies en langue étrangère, pouvait faire illusion. Aujourd'hui, je dirais que ce type de démarche est à la portée de tout le monde. Et donc, cette espèce d'érudition facile qui pouvait, encore une fois, faire illusion, aujourd'hui, normalement, les historiens ne peuvent plus la pratiquer. De la même façon, beaucoup d'études historiques, si vous les regardez en détail, vous voyez qu'énormément de temps est passé à la description ou à l'analyse des sources. Aujourd'hui, ces sources, on peut y accéder directement. Donc, normalement, on ne devrait plus passer des pages et des pages à répéter sous une autre forme, sous une forme de paraphrase, ce qui est dans une source que l'on peut visualiser. Quand vous prenez la thèse de Georges Duby, qui est une thèse magnifique, comme tout le monde le sait, vous allez voir, en bas de page, il y a des notes, archives de la Côte d'Or, G440, qui démontrent exactement ce que je dis. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. On doit pouvoir, dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être demain, on aura archives de la Côte d'Or, G440, vous l'aurez sur votre écran et tout le monde pourra visualiser. Donc, toute une série, tout un pont du travail historique est un travail qui devrait disparaître. Je pense que c'est particulièrement vrai en histoire contemporaine parce que en histoire médiévale, c'est vrai que nous, il reste que le problème de la paléographie, de la lecture, de la traduction. C'est vrai que le document, il ne parle pas tout de suite, il faut quand même un petit effort. Mais quand vous citez un discours de Jules Ferry, je suis désolé, ça vaut plus le coup de faire le résumé du discours de Jules Ferry, vous mettez le discours de Jules Ferry, et puis vous mettez les 3 idées qui doivent en ressortir. C'est ça qui est difficile dans le travail historique, c'est de produire les 3 idées qui doivent ressortir du discours de Jules Ferry. Or, trop souvent, les historiens se contentent de reproduire, comme ça, à la louche, des textes qu'ils copient, etc. Donc ça, ce type de pratique, je pense, il va changer avec le numérique. Je l'espère. Donc, de ce point de vue-là, il y a peut-être un changement positif, et ce changement, il sera plus facile, si vous voulez. Et il va se faire que les historiens le veuillent ou non. À Europeana, on prévoit que le contenu des fonds d'archives européens sera entièrement disponible, sera entièrement numérisé à l'horizon 2050. Déjà, une grande partie des fonds notariés sont numérisés par les
notaires eux-mêmes pour la période récente. Donc vous avez comme ça toute une série d'énormes pans de documentation qui vont devenir accessibles extrêmement facilement. Et donc ce qui est important là, c'est de savoir naviguer là-dedans et puis de posséder les outils informatiques qui vous possèdent de stocker commodément cette information. Il reste, et je conclurai juste là-dessus, cet aperçu, un problème général qui est celui de la capacité à décrire la donnée et à la transformer. Alors, moi, j'ai parlé autrefois de la métasource. Je ne sais pas si on peut conserver encore le terme avec la révolution numérique. Autrefois, la métasource, évidemment, on n'avait pas la source. On ne pouvait pas la mettre à côté. Il fallait évidemment entièrement construire quelque chose qui n'incluait pas la source. Aujourd'hui, c'est différent puisque dans une métasource, on peut inclure la source. Alors, est-ce que le terme métasource reste encore complètement justifié? Je pense que oui. Il reste que quelque chose est essentiel, c'est l'analyse de la source et de ce qu'on peut en tirer pour l'historien. Et ça doit être fait avec l'esprit critique et celui d'historien, qu'il y ait une numérisation ou qu'il n'y ait pas de numérisation. Ça n'a pas changé. Voilà en gros ce que je pourrais dire en résumant au maximum. D'accord. Je vais partir d'un point de départ un peu différent, mais je pense qu'à la fin, on dira à peu près la même chose. Je vais partir du travail concret, pratique qui se déroule dans les archives. Au moment où vous m'avez envoyé les questions, j'ai commencé la lecture d'un ouvrage que je n'avais pas encore lu, un petit ouvrage de 89 d'Arlette Farge qui s'appelle Le goût de l'archive. Et dans cet ouvrage, qui est maintenant très connu, qui s'adresse aussi... qui ne s'adresse pas qu'aux historiens, qui s'adresse à des gens au-delà, qui a été traduit. Arlette Farge décrit la relation de l'historien à la source concrète, à la vie de l'historien dans le centre d'archives, sa relation au centre d'archives, sa relation à la source matérielle, le document qui est dans un box, dans une boîte, qui a été classé, qui est rangé dans des kilomètres d'archives, avec la poussière sur le document, avec la feuille où tous les historiens précédents, où ont écrit tous les historiens précédents qui ont consulté le document, etc. Cette relation très, très, très matérielle à l'archive, au centre d'archives, la concurrence pour avoir la bonne place, pour consulter les documents, etc., qui est très importante dans ce livre d'Arlette Farge aujourd'hui, et qui, moi, m'a encore concerné, parce que ma thèse est un travail un peu plus classique d'histoire, n'a pas grand-chose à voir avec le tournant numérique, si ce n'est d'avoir utilisé une petite base de données pour stocker mes notes, c'est tout. Et ben cette relation d'historien à l'archive décrite par Arlette Farge, elle est en train de disparaître. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le comportement de l'historien dans les centres d'archives a totalement changé. Il y a une époque où il fallait recopier les documents soi-même quasiment. On n'avait pas le droit nécessairement aux photocopies, donc il fallait les recopier à la main, à l'exception des archives qui ont éventuellement été mises sur microfilm. Ou alors les photocopies coûtaient trop cher pour faire des photocopies massives, pour photocopier de manière massive les archives qu'on consultait. Ceci a totalement changé par l'introduction de deux grands éléments, en gros. L'appareil photo numérique, c'est très récent. On va maintenant dans les archives, on prend la boîte et on photographie toutes les pages. Après, on s'occupe du contenu. Et le second élément, c'est la numérisation. Donc la mise en ligne de bibliothèques numériques sur divers sujets. Numérisation aujourd'hui qui est encore très incomplète. Je pense qu'Europeana est un peu trop optimiste. Mais c'est vrai qu'à un moment, on peut envisager le moment où, théoriquement, toutes les archives seront numérisées et toutes les nouvelles archives seront nées numériques. Et donc, il y a, pour certains domaines de l'histoire, le travail qui se faisait dans les centres d'archives avant se fait aujourd'hui face à son écran dans son bureau ou chez soi. C'est la même chose pour les sources secondaires, donc tout ce qui est travail en bibliothèque, avec JSTOR, avec revue.org, etc. On le fait à partir de notre écran, à partir du clavier. Cette relation de l'historien à l'archive change finalement énormément de choses, pour plusieurs raisons. Arlette Farge déjà précise que les archives qui étaient sur microfilm, celles qui sont trop fragiles ou trop consultées et qui étaient mises sur microfilm, déjà, lire des archives sur microfilm changeait le rapport à l'archive, donc vraisemblablement son interprétation. On n'a plus la qualité du papier,
c'est bête, mais même quand on est en histoire contemporaine, entre le papier cigarette et le papier luxe, pour un discours, par exemple, le papier cigarette, on sait que c'est un brouillon. On peut évaluer à peu près le moment où ce brouillon intervient dans l'élaboration du discours. Le papier luxe, on sait que c'est le discours final. Si on n'a plus ça, il faut éventuellement voir si les fonctionnaires pour les archives administratives, l'archiviste, a indiqué dans le microfilm le moment, enfin la date du document, et ce n'est pas toujours le cas. Donc on perd des informations déjà. Ensuite, on atteint le moment où on prend des photos, le moment où on a uniquement des archives numérisées ou non numériques. Et donc là, le rapport, on se distancie encore un peu de la source, encore un peu plus de la source, et donc le rapport à la source est différent. Donc son interprétation risque d'être différent. Son contexte, une source numérisée, ça dépend de son mode de numérisation, mais chez mon ancien employeur au Luxembourg, par exemple, les sources que l'on donnait, que l'on avait numérisées, étaient intégrées dans un nouveau contexte. C'était plus le contexte du centre d'archives, c'était un contexte thématique d'un corpus d'ensemble, d'un corpus de sources. Certes, on pouvait trouver dans les métadonnées d'où était tiré le document, mais le document était dans un contexte nouveau en relation avec des sources qui n'étaient pas nécessairement dans le même centre d'archives à l'origine. Donc le contexte de la source est différent, donc son interprétation est différente. Ce que je viens de décrire n'est pas forcément mauvais, loin de là, c'est juste que ça doit être pensé. Et il me semble que ce n'est pas encore pensé. Il me semble que ça fait partie, c'était plutôt votre deuxième point, mais il me semble que les conséquences de la numérisation sur l'interprétation des sources primaires n'est pas encore pensé. Mais c'est en cours. C'est juste. C'est en cours parce qu'effectivement c'est imposé aux historiens. Il y a des documents qu'on ne va plus pouvoir, je pense qu'en histoire médiévale d'ailleurs c'est déjà le cas, qu'on ne peut plus consulter s'ils n'ont pas été numérisés. Et il y a les archives des numériques. Je suis contemporanéiste, j'ai travaillé plutôt sur l'entre-deux-guerres, mais parfois un peu sur des périodes plus récentes. Il y a un décalage de 30 ans entre le présent et le moment où on ouvre les archives. Ça signifie que d'ici 15 ans à peu près, on risque d'avoir des sources nées numériques. Et d'ici peut-être 20-30 ans, les premières thèses qui sortiront avec quasiment que des sources nées numériques. Donc là aussi, ça va être imposé aux historiens, tout simplement. Ils n'auront pas le choix. Soit elles seront numériques, soit elles n'existeront pas. Donc il n'y aura pas le choix. Il n'y a pas le choix non plus parce qu'il y a la pression des étudiants, vous l'avez mentionné aussi. J'ai eu, il y a 1 an et demi, j'ai participé à une école d'été où j'assurais une formation un peu générale sur les humanités numériques, assez large. Et les plus attentifs étaient les profs, ce n'étaient pas les doctorants. C'était les profs qui avaient le plus à gagner de cette formation, de cette courte formation, parce qu'ils voulaient simplement comprendre ce qui se passait dans la tête de leurs étudiants. Mais je crois que la pression des étudiants n'est pas toujours quelque chose de bon, parce que les étudiants aujourd'hui vont vers ce qui leur est naturel, donc ils vont aller sur des bibliothèques numériques en ligne, vont lire les PDF en ligne, etc., vont lire Wikipédia, qui peut être un très bon outil pédagogique aussi, mais je ne pense pas qu'ils aillent au-delà, je ne pense pas qu'ils aillent justement vers l'analyse spatiale, vers l'analyse et la visualisation réseau, vers l'analyse de texte ou la fouille de données. Ils ne vont pas aller vers là, ça c'est le rôle des enseignants-chercheurs d'aller vers là, et c'était votre premier point. Ici, je suis un peu dubitatif sur ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'autant depuis 2-3 ans, je m'intéresse au numérique depuis 2008 à peu près, il y a une différence qui se situe autour de 2011. À partir de 2011, il y a de plus en plus de demandes. J'ai de plus en plus de demandes d'intervention dans des séminaires, des gens qui me posent des questions, ça se voit, c'est net.
Hyper. La numérisation et la question d'un usage réflexif des outils numériques. Moi, je voudrais rebondir pour commencer sur le tout premier point, en fait, sur l'intervention sur le propos de Jean-Philippe Jeunet, c'est-à-dire que donc Jean-Philippe, vous distinguiez des transformations de deux ordres. En fait, une qui renvoie à la question les problématiques de histoire et informatique, l'historien face à l'ordinateur, les problématiques des années 60, 70, à partir de ce moment-là. Et puis la deuxième, face au numérique. Donc moi, je voudrais se poser la question, en fait, dans quelle chronologie, dans quelle périodisation, comment est-ce qu'on périodise les rapports des historiens et de l'ordinateur, et quelle chronologie adopter? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce que pour comprendre le rapport de la discipline histoire au numérique, et les effets du numérique sur la discipline histoire, il faut absolument remonter à l'apparition de l'ordinateur, et à la manière dont il est acclimaté, utilisé, la manière dont il n'est pas utilisé éventuellement par la discipline? Est-ce que c'est la bonne chronologie? Mais où s'arrêter finalement? Est-ce qu'il ne faudrait pas... Si on dit que pour comprendre les effets de la numérisation sur l'histoire, il faut d'abord comprendre comment l'ordinateur a été reçu au moment où il est apparu, est-ce qu'on ne peut pas remonter encore avant? Est-ce qu'il ne faudrait pas remonter avant, au XIXe siècle, au moment où on construit un nouveau rapport matériel à l'archive, comment est-ce qu'on situe comment est-ce qu'on choisit le cadre chronologique de réflexion sur les effets du numérique? C'est-à-dire, bon, pour préciser un petit peu ma pensée, est-ce qu'il faut remonter qu'à l'apparition de l'ordinateur? Au moment de la constitution de l'épistémologie classique de l'histoire, à la fin du XIXe siècle, Langlois, Seignobos, la construction de l'archive telle qu'on est en train d'en parler aujourd'hui, le début des pratiques, le début du moment où les historiens vont aux archives nationales pour faire des recherches historiques, ce qui n'était pas vraiment le cas avant la fin du XIXe siècle. Il y avait des cas, mais ce n'était pas généralisé. On invente une nouvelle manière de travailler, la description de la fiche par Langlois et Seignobos, etc. On a aussi des critiques de cette nouvelle méthode qui apparaissent et qui posent des questions qui sont proches de celles qu'on se repose aujourd'hui. Donc, par exemple, Peggy, qui critique la méthodologie des historiens de la Sorbonne au début du XXe siècle, propose une thèse de philosophie de l'histoire qui consiste à critiquer cette méthodologie. Et le sujet de sa thèse secondaire porte sur la question du typographe. Et en fait, il se pose la question, il inscrit sa critique de la discipline historique dans une réflexion plus large sur les soubassements matériels de la construction des savoirs historiques. Et donc, bon, jusqu'où est-ce qu'il faut remonter? Est-ce qu'il faut remonter qu'à l'ordinateur ou est-ce qu'il ne faut pas remonter un petit peu avant? Non, je pense que l'ordinateur, c'est une rupture complète. Et ça, j'en suis bien persuadé. Dans le cours qu'on fait avec Stéphane et ses collègues, qu'on fait depuis longtemps, on fait toujours un historique long. C'est-à-dire que l'informatique, effectivement, si on s'interroge sur l'informatique, il faut commencer pratiquement au XVIIe siècle, avec les machines à calculer, pour voir comment c'est tout le principe de l'automatisme en histoire des sciences. Enfin, ça, j'enfonce des portes ouvertes. Mais l'ordinateur, pour l'historien, introduit une rupture complète, qui est d'un tout autre ordre que la rupture de l'archive. Parce que la rupture de l'archive à laquelle vous venez de faire allusion, c'est une rupture, moi je la trouve un peu curieuse, parce que les historiens travaillent avec des archives et ont la conscience de ce qu'est l'archive depuis le XVIe siècle, c'est-à-dire, et même avant. Les Anglais au Moyen-Âge, au XVe siècle, ils savaient qu'à la Tour de Londres, il y avait des choses qui s'appellent des archives, et que si on voulait savoir la vérité sur telle ou telle chose qui s'était passée au XIIIe siècle, on allait aux archives. La transformation à laquelle vous faites allusion... C'est la construction de la discipline, l'histoire. Oui, c'est pas la discipline, c'est l'institution universitaire qui a introduit le recours aux archives comme un élément fondamental pour la carrière de l'historien professionnel. C'est pas la modification de l'utilisation de l'archive. Alors, l'ordinateur, par contre, introduit, je pense, ça sert à ça, un ordinateur. Ça permet de mesurer, ça permet d'ordonner. Et ça introduit en histoire la mesure, et la mesure en histoire de telle sorte qu'il n'y a plus de différence entre le quantitatif et le qualitatif. Ça, c'est fini, c'est les balivernes. C'est-à-dire que tout qualitatif peut être transformé en quantitatif et vice-versa.
et d'autre part, des capacités fantastiques d'ordonner la donnée, le fait historique. Et là aussi, c'est quelque chose qui était pratiquement impossible avant. Donc, c'est potentiellement, virtuellement, c'est ça ce qu'introduit l'ordinateur. Donc, c'est une rupture. Mais, et je rejoins ce que vous veniez de dire sur l'archive et la réponse que je vous ai faite, académiquement, ce changement virtuel n'a pas du tout été accepté, perçu. Et bon, on a battu des mains quand on a vu des choses étonnantes, entre guillemets. Par exemple, le Catastrophe florentin de Christiane Clapiche et de David Herlihy. Ça a marqué une date. Les médiévistes étaient sidérés. On pouvait dire quel était le revenu moyen des Florentins en 1430. On pouvait calculer l'écart au mariage entre la femme et l'homme. On s'apercevait que les Florentines étaient malheureusement destinées à être veuves puisqu'elles épousaient des hommes qui avaient 15 ans de plus qu'elles et que tout ça créait un déséquilibre dans la société florentine. Bon, on pouvait voir la démographie avec une précision fantastique à l'échelle d'une région entre 1420 et 1460. Ça, personne ne pouvait imaginer ça avant l'ordinateur. Quand Antoine Prost a commencé à utiliser des études de vocabulaire, les historiens du 19e siècle ont bien voulu quand même être tout à fait étonnés. Ils n'ont pas suivi l'exemple, mais enfin quand même, ça les a impressionnés. Donc, bon, c'est vrai que ça a marqué. Mais l'institution universitaire, elle marche avec quoi? Elle marche avec des élections qui vous permettent d'avoir des postes, et elle marche avec une institution qui est propre à la France, qui est une aberration, mais c'est comme ça, on l'a, c'est le CNU. Et que je sache, le CNU n'a jamais demandé aux gens d'utiliser l'informatique, d'introduire la mesure, de profiter de ce qu'ils pouvaient ordonner avec une puissance inégalée, etc. Donc effectivement, l'institution académique n'a pas tiré les conséquences de cette révolution épistémologique et scientifique qui est, que l'ordinateur permet. Et de fait, les progrès ont été très lents. Et au début, ils ont été réels, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années, ma génération, moi j'ai soutenu ma thèse à plus de 50 ans, j'ai soutenu une thèse de 8000 pages, d'accord, mais ça n'avait aucune importance. Je pouvais passer autant de temps que je voulais. Je suis devenu maître de conférence avec un article de 40 pages. Donc après, je pouvais faire ce que je voulais. Donc j'ai fait des maths, j'ai fait des statistiques, j'ai fait de l'informatique, j'ai fait un tas de choses, je me suis intéressé, j'ai créé un laboratoire au CNRS, bon. Très bien. Et je ne suis pas le seul. On est probablement tous les gens qui ont fait de l'informatique de façon intensive, c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, par contre, et c'est pourquoi ça n'a pas progressé, aucun jeune ne peut faire ça. Ils sont soumis à une thèse qui doit être faite en 5 ans. Ils ne peuvent pas s'arrêter pendant, comme j'ai fait pendant 7-8 ans, pour aller à droite, à gauche, faire des études complémentaires, etc. C'est impossible. Ils sont historiens, point. Et comme ils ne vont pas être élus dans une fac parce qu'ils ont fait une thèse magnifique avec de l'informatique. La plupart des collègues qui vont la lire n'y comprendront rien, et donc ils ne vont pas voter pour eux, c'est évident. Ils préféreront quelqu'un qui est comme eux, qui correspond à ce qu'eux ont fait et ce qu'ils sont capables d'apprécier. Et au CNU, un travail qui est trop aride, trop mathématique, et très mal vu et mal perçu. Donc les blocages sont des blocages propres à la discipline historique. C'est ce que j'essayais de dire à la fin en disant que la pluridisciplinarité en histoire, ce n'est pas un atout. Ce qu'on vous demande, c'est de faire la même chose que ce qu'ont fait vos prédécesseurs. Et en ce qui concerne l'histoire médiévale, j'ai eu l'air de tresser des lauriers aux médiévistes au début en disant que ce n'était pas comme les autres. Aujourd'hui, ils sont devenus pires que les autres. C'est-à-dire que l'histoire médiévale se replie aujourd'hui sur une érudition, le latin, les pratiques chartistes d'autrefois, parce que c'est une catégorie qui a peur, qui protège la période. Ce sont les seuls qui se battent à mort pour la période médiévale, ce qui est absurde. Je pense que les périodes devraient sauter dans le domaine historique. Et c'est contraire à tout ce qui se passe aujourd'hui, la globalisation de l'histoire, la volonté de faire de l'histoire sur le long terme. Donc les médiévistes sont devenus des gens d'une espèce de forteresse, et ils sont aujourd'hui en train, au contraire, de perdre tous leurs avantages dans le domaine de l'informatique. Voilà, je réponds un peu en vrac, mais c'est pour montrer que les choses sont très liées. Alors, la numérisation, évidemment, ça change tout, parce que ça s'impose. C'est la société qui vous impose la numérisation. L'ordinateur, la société, elle n'a pas imposé aux historiens. La numérisation, oui, parce qu'on vit dans un univers numérique et que tout le monde y a accès et que ça circule. Et donc les historiens, même les plus réactionnaires, les plus conservateurs, les plus ancrés dans leur vieille certitude, même eux, ils sont obligés d'y passer.
Juste encore un truc, enfin, simplement pour essayer de reformuler ce que j'essaie de dire de manière extrêmement confuse. En fait, est-ce que justement le tournant numérique des années 90-2000 remet pas en cause, plutôt que des choses qui se sont passées avec l'arrivée de l'ordinateur à partir des années 60, des choses qui se sont constituées dans la discipline à la fin du 19e siècle? C'est-à-dire que devenir historien, c'est une discipline, et devenir historien, ça suppose de passer un certain nombre de jours et de semaines en archives avec un stylo et du papier, d'intérioriser ce qu'on trouve dans les archives sous la forme d'un travail physique qui consiste à prendre des notes. Et donc ça passe par l'intériorisation de la discipline, ça passe par tous ces rituels. Mais avec la numérisation, donc l'appareil photo numérique, l'utilisation des archives est modifiée. Donc on prend des photographies, puis ensuite on les travaille, et puis la même temporalité de la recherche, donc puis la même manière d'intérioriser les opérations abstraites qui sont celles de l'historien, puis la même manière physique de le faire. Donc c'est-à-dire dans quelle chronologie aborder et comprendre le tournant que constitue le numérique. On se pose des questions de périodisation en tant qu'historien. Ben voilà, est-ce que la périodisation, ça commence avec l'ordinateur après la Seconde Guerre mondiale, ou bien est-ce que c'est pas une périodisation qui doit en fait couvrir depuis la naissance de la discipline histoire à la fin du 19e siècle, parce que c'est ça en fait, c'est les pratiques matérielles les plus fondamentales, qui se construisent avec la construction de la discipline, qui sont remises en cause avec le numérique. Je suis absolument d'accord avec ça. Hein. C'est-à-dire que, encore une fois, mais je pense quand même que l'arrivée des ordinateurs à partir de la fin des années 60, hein, parce que c'est à ce moment-là que ça a commencé, aux États-Unis d'abord, puis très vite en France, et avec un avantage formidable à la France qui était le fait que la France était un pays administrativement bloqué, et on était tous obligés de passer par les grosses machines du CNRS, ce qui a créé une communauté très dynamique, une petite communauté, mais où tout le monde se connaissait et où les progrès de méthode ont été très forts. Bon, ça s'est immédiatement arrêté dès qu'il y a eu les micro-ordinateurs, puisque l'État ne voulait pas qu'on ait des micro-ordinateurs. Hein. Il y a eu 10 ans pendant lesquels il y a eu un blocage pour empêcher les chercheurs au CNRS et à l'université d'avoir accès à la micro-informatique. Et là, ça a été, au contraire, là, on a été rattrapé et dépassé par les autres pays européens. Mais voilà, il y a eu ce changement qui est un changement d'ordre épistémologique dans la pratique de l'histoire, qui a eu peu d'effets, c'est ce que je vous ai dit. Et il a toujours aussi peu d'effets. Mais là-dessus se greffe un deuxième changement, qui est le changement du numérique, qui effectivement, lui, va faire rejouer des choses qui datent du 19e siècle et de l'installation des universités. Et simplement, ce changement du numérique va fatalement, un jour ou l'autre, je le pense, avoir un effet de permettre de la réintroduction des changements qui sont dus à l'ordinateur et qui datent de la fin des années 60, qui continuent à petite vitesse, qui sont toujours là. Il y a toujours des gens, des malheureux, qui essaient de faire de l'informatique un peu moderne, un peu ouverte, et de changer l'histoire grâce à ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, si je puis juste me permettre de compléter, je pense que le mouvement n'est pas linéaire, en fait. Il y a une rupture qui est l'ordinateur. Les historiens, dès qu'ils ont pu avoir accès aux ordinateurs, l'ont utilisé, certains historiens. C'est l'article de François Furet et d'Adeline Desmar de 1959 dans les Annales. C'est l'article sur les bâtiments assyriens en Cappadoce, toujours dans les Annales, en 61. Le premier, c'est classer les informations. Le second, c'est non seulement les classer, mais les croiser pour avoir de nouvelles informations. Et dans les années 60, jusque finalement un certain essoufflement de l'histoire économique quantitative, de la première génération de l'histoire économique quantitative, je pense qu'en fait il y a une sorte d'expansion, en tout cas peut-être dans une petite communauté, mais une première utilisation des ordinateurs, des supercalculateurs, enfin, en gros, qui fait avancer énormément de choses. Et quand on se replonge dans les articles de cette époque, on trouve des choses qui aujourd'hui sont moins bien élaborés dans des articles sur la fouille de données ou l'analyse de données ou l'analyse de texte, par exemple. Mais ensuite, il y a les années 70 et 80 qui ont cassé les choses. D'abord parce que la micro-informatique a eu un effet un peu contradictoire. Certes, il y a des choses que le roi Ladurie faisait avec des ordinateurs qui prenaient une pièce entière et ils le faisaient sur des mois. Et avec la micro-informatique, on pouvait le faire en quelques semaines avec un tableur. Donc ça change quand même radicalement les choses aussi. Ça simplifie un certain nombre d'opérations. Mais la micro-informatique a d'abord été vue comme une machine à écrire. Il y a finalement peu d'usages avancés dans les premiers temps. Il y a une communauté toujours d'historiens qui continuent à travailler, mais ça a d'abord été une machine à écrire.
Après, vous avez des utilisations hyper avancées, parce que sur les Macintosh, justement, vous aviez le logiciel HyperCard, qui est la première implémentation de l'hypertexte, et qui a permis de développer des projets d'histoire numérique des années 80 assez intéressants. Mais globalement, je pense que ce n'est pas linéaire. Je pense qu'il y a un peu un reflux dans les années 70 et 80. Et ensuite arrive la numérisation et surtout sa mise en réseau. C'est ce qui fait qu'on est dans un monde numérisé ou dans un monde mis en données. Numériser une chose, c'est bien, mais s'il faut aller chercher, acheter le CD-ROM ou alors l'imprimer, c'est pas un gros progrès. La mise en réseau, par contre, permet à la numérisation de donner son plein potentiel. Et du coup, il n'y a plus le choix aujourd'hui. On revient à des problématiques très poussées sur le numérique en histoire. Moi, je me demandais si en fait il n'y avait pas des superpositions de chronologie, parce que lire, écrire, calculer, classer, c'est des activités du 19e qui sont épanouies jusqu'en 1940. Ça a transformé toutes les entreprises. Je veux dire, la construction de fiches, d'archivage, la structuration de l'entreprise avec un pôle de documentation, des secrétaires pour aller chercher l'information, l'organiser. Enfin, c'est tout le travail de Delphine Gardet, justement sur comment l'ordinateur naît avant l'ordinateur. Et donc j'ai l'impression que derrière, il y a aussi cette question, et ce que je trouve assez intéressant dans la question que vous posiez, c'était que il y a la rupture technologique de l'ordinateur dans sa capacité computer et ordinaré, même si le mot n'apparaît que dans les années 50 sur la demande d'IBM. C'est vrai que BUSA, la classification d'archives, la possibilité de classer Saint Thomas d'Aquin, la construction d'index, tout ça c'est des choses extrêmement importantes, mais je me demandais si en fait, effectivement, dans la question qui est posée, il n'y a pas plusieurs transformations. Parce qu'à entendre M. Genet, on a le sentiment que les historiens se sont emparés tout de suite de l'informatique, l'ont utilisé, en fait, beaucoup plus qu'on croit, puis ont un peu stoppé. Alors quand est-ce qu'il y a une première rupture, un premier arrêt ou un désamour? Est-ce que c'est lié vraiment complètement à l'histoire quantitative qui cesse, à la mécanographie de Couturier qui finalement n'arrive pas à suivre des espèces de changements de technologie? Et puis là, aujourd'hui, on semble vivre autre chose, parce que finalement, je vois rien de plus antithétique a priori, ou lointain, dans le fait de prendre des photos et de dire je ferai mon classement après, et peut-être même que si je pouvais trouver de l'information par étiquetage et renommage, je serais content à l'intérieur, faire une fouille directe dans les images que je viens de prendre, ce serait presque un rêve un peu fou. Mais voilà, et du coup, ça c'est vraiment très antinomique, je trouve, de la structuration fiche. Structuration fiche, je ne sais pas si vous vous souvenez, début du XXe siècle, tout le monde a son petit truc, son bureau avec ses fiches qu'on classe et qu'on organise, Marcel Mauss, etc. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs structures temporelles. Mais j'aimerais bien, effectivement, pour reprendre cette question, voir avec l'ordinateur, quand vous mettez les points de basculement. Je pense que le point de basculement, il y a la rupture technologique, mais elle arrive à un moment peut-être où la société était prête à la recevoir de manière générale, parce qu'il n'y a pas... L'entre-deux-guerres, c'est aussi le moment où les banques centrales créent leurs services statistiques, où les États créent leurs services statistiques également. La Pologne, dans le début des années 30, envoie des gens en France pour regarder comment la France gère ses statistiques, pour créer un service statistique. Il y a une demande de mesure qui est très importante finalement, et l'ordinateur arrive là-dessus et permet de répondre à cette demande de mesure. Donc il y a quelque chose ici qui est étudié, c'est-à-dire l'arrivée au bon moment d'une bonne invention. Mais moi, dans mon expérience, mais qui du coup est assez récente, ce qui change vraiment tout, c'est la mise en réseau. C'est celle qui fait que tout le monde est obligé de se mettre au numérique, celle qui fait que tout le monde est obligé de se poser les questions de ses outils. Tu parlais des fiches, mais quand j'utilise Zotero, je recrée ce fichier. De manière différente, avec plein d'autres fonctionnalités, c'est augmenté, pour utiliser un terme, mais ça revient un peu à ce fichage, sauf qu'en plus de la fiche, j'ai le document. Je vais préciser juste, tu vois, le réseau, mais c'est un réseau particulier, c'est pas Transpac. Oui. C'est pas Minitel. Non. Minitel n'a pas changé les conditions d'exercice de l'histoire et n'a pas transformé le... Ouais. Oui, mais c'est une évolution vers la mise en réseau. La mise en réseau n'est pas soudaine. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, avec le Minitel, je me reprends, il y a tous les systèmes opaques, documentalistes.
Oui, juste, ça rejoint la question enfin, l'échange que vous venez d'avoir. Ce qui m'a paru, moi, très important, c'est les pratiques qui sont liées aux technologies. Quand on voit, vous avez parlé de Leroy Ladurie. Leroy Ladurie, je ne sais même pas s'il a jamais touché un ordinateur. Peut-être que oui, c'est peut-être une accusation totalement gratuite. Mais ça se passait comme ça à l'école de hautes études. Il y avait les directeurs qui discutaient entre eux de ce qu'ils allaient faire, les programmes, et puis il y avait les personnes qui faisaient réellement le travail sur le plan intellectuel. Alors, par exemple, Klapisch et Ehrlich, c'est Christian Klapisch, David Ehrlich, qui est un historien américain, et puis ils avaient un excellent informaticien, spécialiste de l'analyse des données à l'école de hautes études. Son nom m'échappe parce que l'âge fait que j'oublie les noms, mais enfin, c'était le meilleur sur le marché à l'heure actuelle, un type qui maîtrisait très très bien, c'est le premier qui a fait vraiment des analyses factorielles. Bon, à côté de ça, il travaillait donc sur le Catasto florentin de 1427. Il y avait des étudiants que Christian Klapisch formait, il y avait quelques Américains, c'est David Ehrlich, qui avaient un protocole de dépouillement et qui allaient aux archives. Ce n'est pas désagréable, ils étaient payés. Florence, bon, ils dépouillaient les archives pendant quelques mois, voilà, et ils codaient. Car tout était codé, c'est ce qui est catastrophique aujourd'hui, parce qu'évidemment, on ne peut plus retrouver la saveur de l'archive, ça a disparu. C'est un travail énorme qui a permis donc de retrouver, de refaire la biographie de 247 000 Florentins en détail, voilà. Bon. Et quand moi j'ai commencé à enseigner l'informatique, bon, mon idée c'était de former les étudiants à ce qu'ils puissent devenir vacataires pour aller travailler sur des projets comme ça. Parce que c'est en travaillant sur ce type de projet qu'ils allaient apprendre vraiment la réflexion. Alors, ça marchait plus ou moins bien. Leroy Ladurie a fait des choses remarquables, mais il a aussi échoué parce que l'analyse du conscrit français, c'est une chose ça a été un échec sanglant. Hein. C'était un très beau programme. C'est l'analyse des conscrits de la Restauration. Comme vous le savez, à la Restauration, on ne peut plus maintenir la grande armée de Napoléon, donc on voulait garder des soldats, mais on ne voulait pas que toute la classe d'âge fasse le service militaire, mais on voulait que ceux qui soient là soient des bons professionnels. Donc ils avaient un service, je ne sais plus, c'était 4 ans ou 5 ans, enfin c'était un long service, même 7 ans je crois. C'était un très long service, et on tirait au sort, des boules blanches, des boules noires. Donc il y avait un conseil de révision qui était très sérieux, où on disait, bon, bah, tous ceux qui ont des dents gâtées, par exemple, ils ne peuvent pas parce qu'il faut casser la cartouche, donc on les élimine, donc les types se sciaient les dents avant d'aller au service, il faut des doigts pour tirer, donc ils sciaient les doigts pour ne pas tirer au fusil, et ainsi de suite. Donc c'est un document formidable. Et donc, Leroy Ladurie a fait une très belle enquête là-dessus. Sauf qu'il y a une chose qu'il n'a pas vue, c'est que quand un officier, l'officier qui était au conseil de révision, posait des questions aux paysans du coin ou aux types qui arrivaient, l'officier était originaire de telle ou telle région de France, et pour lui, un laboureur ou un charretier, ça voulait dire une chose. Et le type qui était là, dans le Limousin ou en Corse ou n'importe où, il avait lui aussi son vocabulaire qui était à peine du français, et ça ne voulait pas dire la même chose. Et donc, les résultats se sont avérés inexploitables, parce que le mot laboureur voulait dire des choses complètement différentes à travers la France. Il y a des pays où un charretier, c'est quelqu'un qui tire la charrue, c'est donc quelqu'un qui laboure, ce n'est pas quelqu'un qui tire une charrette. Donc on s'est aperçu qu'on avait un magnifique dossier, mais qu'on ne pouvait rien en faire. Donc ça a beaucoup refroidi les gens. En plus, l'école des hautes études était, comme toutes les... c'est pas un défaut particulier à l'école, hein, tout le monde a ça en France, c'est hiérarchique. Donc, par exemple, quand ils ont fait la statistique générale de la France en 1830, ils ont fait je ne sais pas combien de réunions avant de décider comment ils le feraient. Et donc, finalement, ils ne l'ont jamais fait complètement. Et puis, quand ils l'ont fait, ils ont perdu les données parce qu'elles ont été sur des bandes magnétiques et on n'avait plus les appareils pour les lire quand on a voulu les réutiliser. Ils faisaient ça heureusement avec l'Université de Chicago. L'Université de Chicago, les types, ils ne se sont pas posé de questions, ils ont pris ça, ils ont commencé à le copier, et voilà. Et heureusement, aujourd'hui, on a des données des statistiques générales de 1830 à Chicago, pas à Paris, alors que, voilà. Donc, là-dessus est arrivée la micro-informatique. La micro-informatique, je vous le disais, c'est un désastre. Je prends ça comme illustration, parce que l'administration française a refusé énergiquement de permettre aux chercheurs du CNRS, aux chercheurs de l'université, d'avoir accès à la micro-informatique. Parce que, qu'est-ce qu'ils allaient faire?
Ils allaient regarder, je ne sais pas quoi, ils allaient jouer. À l'époque, il y avait un jeu, c'était un ping-pong sur les écrans, parce que c'était à peu près tout ce qu'on pouvait faire. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités, mais voilà. Donc ça a duré près de 10 ans. Et on était toujours obligé d'aller travailler sur les machines d'Orsay au Sénat. À Paris 1, heureusement, grâce à nos collègues économistes, on avait un ordinateur, un Philips P880, sur lequel on pouvait travailler. Bon. Quand les premiers micro-ordinateurs, ça a changé, celui qui a changé les choses, c'est quelqu'un qui est un historien, un démographe, c'est Jean-Pierre Bardet. Quand Jean-Pierre Bardet était au ministère de la Recherche, il a balancé des micro-ordinateurs sur tous les départements d'histoire en France, en disant, voilà, ils sont arrivés à Paris 1, je me souviens très bien, j'y étais, ils sont arrivés dans le bureau de Robert Fossier, et là, ils ne savaient pas quoi en faire. Donc, personne ne savait trop quoi en faire, et donc il a dit, je vais les donner à chaque directeur d'équipe. Aucun ne savait manier à l'époque l'informatique. C'était des gens comme Bulon, des gens parfaitement respectables par ailleurs, des grands historiens. Mais ça, c'était dans les années 85, 86, par là. Voilà. Et donc, et là, je peux dire que c'est moi qui ai obtenu ça, et Fossier a été très bien, il a très bien compris. J'ai dit, on va laisser les 10 machines ensemble, on va les mettre dans une salle au sous-sol, c'est tout ce que j'ai trouvé, et on va commencer à former les historiens au lieu de le faire trôner sur la cheminée de chaque patron. Voilà. Les autres universités, c'est ce qu'elles ont fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a été les seuls à donner une formation aux historiens à partir de ces années-là. Enfin, on le faisait déjà, mais avant, c'était devenu compliqué parce qu'on travaillait sur grosses machines. Donc, on travaillait en batch. Donc, imaginez un travail en batch avec des étudiants. Vous faites une erreur, vous récupérez le résultat le lendemain matin, et vous dites, ah bah oui, tiens, il y avait une virgule qui manquait sur la première ligne, on va recommencer. Alors, la semaine d'après, vous arriviez à la 3e ligne, et ainsi de suite. Donc, ça ne marchait pas très bien. Donc là, avec la micro-informatique, ça a avancé. Et effectivement, il y a des travaux qui ont commencé à se faire avec les micro-informatiques, mais d'abord modestes. C'est vrai que le travail de Zisberg, tout le monde se moque un peu de ce travail parce que c'est un travail sur 60 000 galériens et il y a, en gros, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 9 variables. Mais imaginez ce que c'était qu'un Apple 48K dans lequel vous rentriez une disquette pour avoir 4 accents pour pouvoir écrire. Et après, il fallait sortir la disquette et re-rentrer une disquette sur laquelle vous alliez mettre les données. Ce n'était pas une espèce de bêtes là qu'on a sur nos tables qui sont plus puissantes que les machines d'Orsay en 1970, ou presque. Enfin, j'exagère un peu, mais bon. Oui. Enfin, voilà. Toujours est-il que la micro-informatique n'a pas pu produire des travaux très géniaux tout de suite, parce que les quantités de données maniées n'étaient pas très importantes. Et disons que c'est pas le... Alors, vous évoquez la fin de la grande époque du numérique, mais ce n'est pas les gens qui faisaient de l'histoire quantitative qui ont été les plus moteurs en histoire et informatique, ce n'est pas eux. Parce que, parce que le type de choses qu'ils faisaient, simplement, c'est des économistes qui ont continué à le faire. Donc, en fait, le problème est un problème de la discipline historique. Pourquoi l'histoire a abandonné le quantitatif et pourquoi elle a abandonné l'histoire économique ? Ça, c'est un autre problème. Je dirais qu'à la limite, l'informatique n'y a rien fait. Elle n'a pas sauvé l'histoire quantitative, c'est ce qu'on peut dire. Elle n'a pas sauvé la pratique de l'histoire quantitative et de l'histoire économique chez les historiens. Voilà. Donc, c'est ces ruptures-là qui sont intéressantes. Et c'est vrai ce que vous dites, qu'avec le numérique aujourd'hui, on arrive effectivement à des possibilités énormes et des possibilités énormes de travailler en réseau. Mais personne, et ça c'est un vrai problème, c'est moi ce que je suis en train de faire, grâce au programme ERC que j'ai fait, c'est comment on peut faire travailler les historiens ensemble. Donc on a fait, nous, voilà, je fais de la pub, hein, c'est honteux, mais voilà, on a fait une base de données qui s'appelle Studium, qui est une base qui a les biographies de tous les membres de l'Université de Paris. Alors là aussi c'est médiéval, mais l'idée c'est de continuer, on peut très bien continuer jusqu'aujourd'hui. C'est un dictionnaire en ligne. Et ce dictionnaire en ligne, toutes les personnes qui sont habilitées peuvent écrire dedans. Parce qu'évidemment, on a besoin de spécialistes de toutes les disciplines. L'Université de Paris médiévale, d'abord ça couvre 3 siècles, donc personne n'est spécialiste, on peut dire, de 3 siècles. Ensuite, il y a des philosophes, des théologiens, des logiciens, des mathématiciens, des physiciens, des historiens. Donc, on retrouve toutes les disciplines. Et donc, chaque fois, quand on a quelqu'un qui est un médecin qui a produit un manuscrit de médecine médiévale, moi, je ne peux rien en dire. Il
faut que ce soit un spécialiste de la médecine médiévale qui écrive à ce propos. Donc l'idée, c'est de créer une communauté qui va pouvoir travailler sur ce dictionnaire et le remplir et l'animer. Pour le moment, on a à peu près 18 000 fiches, mais dont 5 000 seulement sont à peu près correctes. Mais des fiches qui sont très variables en taille, imprimées, certaines représentent plus de 100 pages, quand on a affaire à des grands noms, je ne sais pas, comme saint Thomas d'Aquin ou Gilles de Rome ou des gens comme ça. Bon, et puis l'autre chose qu'on a créée, c'est une bibliothèque numérisée qui s'appelle Meditext, des textes médiévaux, mais là aussi on peut mettre des textes qui ne sont pas médiévaux, et qui est opérée à partir d'une plateforme qui s'appelle Palm. Pourquoi cette plateforme? Et c'est un peu ça qui est fait pour inciter les gens à mettre leurs textes dans Meditext. C'est une plateforme de lématisation. Parce qu'il faut savoir que pour les textes médiévaux, il n'y a pas d'orthographe. Donc quand vous faites un dictionnaire, je donne toujours cet exemple, le mot king, qui paraît relativement simple en anglais, hein, ça a 4 lettres, mais dans mes textes d'anglais médiéval, j'ai 13 orthographes différentes, puisque ça se décline, il y a des déclinaisons encore, et puis king déjà avec i ou grec ou u, enfin voilà, on a comme ça toute une série d'orthographes. Donc là, on a un lématiseur semi-automatique, vous rentrez un texte, et l'orthographe variante va être remplacée éventuellement par le lemme pour pouvoir faire des statistiques lexicales et des recherches de contexte qui sont des recherches beaucoup plus complètes que celles que vous n'auriez pu faire sans... Donc voilà, là on crée un site sur lequel les gens vont pouvoir venir travailler. Ça se fait pour le latin médiéval, l'anglais médiéval, le français médiéval. Et on a un système qui permet de créer des taggers pour d'autres langues, si jamais on veut faire de l'italien ou de l'espagnol. Le système en question, il ne marche pas, mais le reste marche. Paris ne se fait pas en un jour, il faut un certain temps pour faire les choses. Voilà, donc ça, c'est des projets qui sont des projets interactifs, collectifs. Et là, on peut créer des communautés d'historiens autour de projets. Mais il faut concevoir de tels projets pour, je pense, que des réseaux se constituent. Et peut-être que d'un réseau, on peut passer à l'autre réseau. La journée là, qui est annoncée demain, c'est le réseau qui va se créer autour de Palm, mais parmi les gens qui viennent, il y en a d'autres qui ont des réseaux qui ont déjà été créés autour de d'autres objets. Hein. Et c'est peut-être ainsi aussi que eh bien, les pratiques vont se modifier parce que des outils comme Studium ou Palm sont branchés sur d'autres outils qui sont par exemple des outils d'analyse statistique, d'analyse numérique, ceux que Stéphane a fait avec le logiciel Analyse, mais il y a d'autres logiciels qui sont aussi potentiellement qu'on peut lier à cela. Et donc, de proche en proche, on peut espérer que les pratiques qui sont celles qui correspondent à la première révolution de l'informatique vont se généraliser dans la communauté historienne. Mais elles ne se généraliseront, et je termine juste là-dessus, que si les gens en ont le besoin. Et le besoin, il y a deux types de besoins dans nos disciplines. Il y a un besoin qui est un besoin intellectuel. Il est très puissant quand même, parce que les gens sont vraiment des chercheurs qui essaient de faire de la bonne recherche et de façon intelligente. Mais il y a un autre besoin qui est parfois contradictoire avec celui-là, qui est le besoin, je dirais encore, académique, parce qu'on ne vit pas de l'air du temps et qu'il faut bien avoir un poste, il faut bien être dans une situation où on peut travailler. Et donc là, il y a la pression académique, et je dirais qu'elle ne joue pas en faveur, pour le moment, elle ne joue pas encore en faveur de la numérisation, et elle ne joue surtout pas en faveur du travail collectif. Et là, pour le moment, c'est un blocage total sur ce point. Essayez de vous présenter au CNU avec une thèse faite à deux. Et pourtant, ça paraît pas idiot, hein, quand on veut brasser les données en quantité scientifique, en quantité suffisante pour avoir un résultat pertinent sur le plan scientifique. Ça se fait dans d'autres disciplines, oui, mais pas en histoire. En médecine, c'est même souvent jusqu'à norme. En fait, regardez comment on signe un article dans beaucoup de disciplines, on le signe à 5 ou 6. En histoire... ça va jusqu'à 300. Hein. Oui, ben voilà. En histoire, c'est impossible. Moi, j'avais une question parce que je me rends compte, enfin, en fait, ça, je le savais un peu, qu'il y a une historiographie et que dans la planète des lotophages, on oublie toujours qu'il y a eu des historiens qui ont travaillé avant et qu'il y avait une historiographie.
Et j'ai une question pour Monsieur Claver. Est-ce que, parce que là, on est un peu franco-français, et comme vous connaissez un peu mieux l'Europe, est-ce qu'il y a des travaux et est-ce qu'il y a une historiographie européenne sur la relation comme ça des historiens au numérique et à l'histoire? Est-ce que les temporalités sont à peu près synchrones? Les temporalités, je ne les connais pas. Désolé, j'évacue tout de suite cette question. Par contre, oui, il y a une historiographie européenne. Il y a en Allemagne ce qui s'est fait à Cologne autour de Manfred Thaler, par exemple, en histoire. Il y a aux États-Unis le Roy Rosenzweig Center for History and New Media, qui est quand même un centre à la fois de ressources et de recherche particulièrement important. Mais ça, c'est pas l'Europe. Effectivement, Édimbourg, où il y a notamment la revue dont le nom m'échappe, mais qui est co-dirigée par Bodenhammer, qui lui est C'était Historian Computing et ça a changé de nom. Il y a quelques années, oui, mais ils nous avaient proposé de publier ça chez eux, mais ils voulaient que tout soit en anglais, ce qui posait un problème financier de traduction assez important. Et de temps aussi. Déjà que ça m'a pris 4 ans à éditer ces trucs. S'il avait fallu rajouter en plus la traduction, ça aurait été vraiment un problème. Il faut aussi regarder peut-être dans des disciplines qui sont connexes à l'histoire, l'archéologie. Paul Garelli, notamment dans les années 60, a fait beaucoup de choses. Les années 60-70. Il ne faut pas que regarder l'histoire en Europe, mais il faut regarder toutes les autres matières. Et la sociologie, la linguistique, qui ont déjà été nommées, je pense, sont particulièrement intéressantes à regarder. Et dont il faudrait s'inspirer, notamment pour l'analyse de texte. Si ça amuse quelqu'un, on peut regarder ce livre qui date de 80, je sais déjà plus, 92. Qui a été fait par la European Science Foundation, qui fait l'état de toutes les disciplines des sciences humaines. Alors ça ferait plutôt rire aujourd'hui, parce que évidemment c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, mais ça donne bien l'état de l'historiographie, et ça a été fait, par exemple pour l'histoire, c'est Manfred Thaler qui l'a fait. Ouais. Il y a aussi toujours en Allemagne, il y a le Center for Digital Humanities de Trèves qui est très à la base, qui est dirigé par une philologue qui est Claudine Moulin, mais qui date, le centre lui-même date, il vient de changer de nom, mais il date des années 90, mais qui a aussi des projets d'histoire assez intéressants. Notamment, ils sont en train de numériser, de faire de la reconnaissance d'entités, donc rechercher les personnes citées, les principes émis, etc., de la correspondance d'exilés allemands sous le Troisième Reich. Donc, la correspondance des exilés... Et donc avec une possibilité de faire des visualisations réseau, plus la numérisation. C'est un projet particulièrement intéressant et qui touche ce que font les historiens. Je connais moins bien les autres pays, j'ai surtout travaillé au Luxembourg avec des Français et des Allemands. En Italie, l'Italie est quand même un pays des humanités numériques, aussi de l'histoire qui est très important. Pour preuve, d'ailleurs, le volume que vous avez co-dirigé, où il y a une présence italienne forte. Ils sont très forts sur le multimédia, l'image, le traitement d'image, des choses comme ça. Alors eux, ils ont pris le virage de la micro-informatique au quart de tour. Ils ont fait des progrès phénoménaux à ce moment-là. Ils n'avaient pas de grosses machines. Et sur la micro-informatique, ils ont démarré et ils ont rattrapé leur retard très rapidement. Et j'oublie, en Suisse, il y a Yahvé, qui est Peter Haber, qui malheureusement a décédé, qui a quand même fait sa numérisation, son habilitation sur le Digital Past, et qui, lui, a une démarche intéressante, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, il y a une historiographie du numérique qui devrait quand même être réintégrée dans l'historiographie plus générale. C'est aussi pour ça un peu que je suis parti d'Arlette Farge. Peut-être qu'il faut, donc lui, réinsère le numérique dans les grandes tendances de l'histoire allemande du 19e, en rappelant que la critique du document, l'esprit critique de l'historien doit rester là. C'est pas parce qu'il y a une rupture qui est très importante qu'il n'y a pas des fondamentaux qui vont rester.
Et peut-être aussi qu'il faudrait revoir un certain nombre d'ouvrages d'historiens français, d'ouvrages vraiment méthodologiques ou épistémologiques, les relire et voir leur relation un peu au numérique, même si ces historiens n'ont pas pensé le numérique. Alors, on a peut-être des questions dans la salle, et puis il y a des questions qui sont inscrites sur le Framapad là, que vous pouvez découvrir, qui sont posées soit aux deux chercheurs, soit à l'un des deux. D'abord, on va peut-être passer dans la salle, et puis ensuite s'occuper des questions du Framapad. Oui, alors moi j'ai une question qui est en fait une remarque, c'est que dans la discussion depuis tout à l'heure, le terme de computers revient régulièrement. Excusez-moi, je suis informaticien, donc c'est une approche un peu particulière. Le terme de computers revient régulièrement. L'idée de travailler sur le numérique est une idée purement française et très récente. Le terme numérique est arrivé en substitution des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui commençaient à paraître un petit peu éculées, mais c'est pas très grave. Et moi, par rapport à tout ce que vous disiez, je suis un peu surpris de deux choses. D'une part, effectivement, j'aime beaucoup votre remarque quand vous dites tout ça, ce n'est pas, ça doit être pensé. Cette intrusion, ce rapport au numérique, ça doit être pensé, ça n'est pas encore vraiment. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, j'ai l'impression qu'on est ici pour essayer de le faire, pour essayer d'avancer vers ça. Et sur l'ensemble des qualités et défauts du, entre guillemets, numérique aujourd'hui, moi je remarquerai toute une série de choses, une petite série de choses, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. D'une part, il y a un aspect qui est pour moi très important, c'est qu'effectivement l'accès à énormément de données ne change pas grand-chose à notre capacité à les lire, à les intégrer, à les transformer, à les mémoriser. Il y a une étude tout à fait intéressante que j'ai lue il y a une dizaine d'années qui a remarqué qu'entre un document linéaire sur papier et un document sous forme hypermédia, donc avec des renvois, etc., dans un cas, on mémorisait 10 fois plus que dans l'autre de contenu, mais dans l'autre, on avait visualisé 10 fois plus de choses. Donc en réalité, par rapport à ce qui avait été visualisé, ce qui avait été rencontré comme information, on en avait mémorisé 100 fois moins en pourcentage, ce qui était un écart assez significatif. Et que dans tout ça, par exemple, si on parle de la numérisation des documents, etc., avec des photos, l'appareil photo numérique, il a une résolution extrêmement mauvaise. Aujourd'hui, effectivement, si vous prenez les meilleurs appareils avec lesquels on numérise physiquement, il y a des capteurs pour 6 millions de pixels. On vous dit qu'il y en a 18 millions parce qu'on extrapole et on invente toutes les composantes qui vous manquent pour faire comme s'il y avait 18 millions, mais 6 millions de pixels, ce qui est très faible. C'est dans une dynamique qui est extrêmement basse. Et donc, il y a toute une série de choses sur la qualité de papier, sur la qualité de l'impression, sur la qualité de l'écriture, pour les choses qui étaient écrites, qui disparaissent. Et donc, toutes ces informations qui nous sont enlevées aujourd'hui dans la numérisation actuelle, je pense que dans les décennies qui viennent, elles vont nous manquer et qu'on va se poser de sérieuses questions sur le fait qu'on a travaillé sur beaucoup de choses très imparfaites et sur toutes les choses qui nous manquaient réellement. Et j'ai peur qu'effectivement, on se retrouve en train de refaire un mouvement de retour aux sources, à aller regarder effectivement les sources pour se rendre compte de tout ce que l'on n'avait pas vu, parce que les historiens de la période intermédiaire auront tout simplement gommé, parce que la version numérique aura été sur ce plan-là, que je décris purement techniquement, très imparfaite. Je pense qu'ici, je vais introduire un concept qui s'appelle la lecture distante. Oui, on a beaucoup plus d'informations, on a du mal, si on a une lecture strictement humaine, si on lit seul, à l'écran, on va avoir du mal à retenir autant d'informations qu'avant. C'est-à-dire que c'est le paradoxe que vous expliquez, on a plus d'informations maintenant, mais on en retient moins. C'est sûr. Mais en fait, le but, et c'est pour ça qu'on parle de textométrie, qu'on parle de visualisation réseau, de visualisation spatiale, etc.,
n'est pas de lire, nous, les sources. Le but, quand on a des sources massives, est de les faire lire par l'ordinateur, de mettre une médiation entre nous et les sources pour pouvoir faire ce que Franco Moretti, dans Graphs, Maps and Trees, a appelé la lecture distante, c'est-à-dire être capable, grâce à l'ordinateur, d'appréhender des sources massives, mais c'est l'ordinateur qui le fait pour nous. Alors, on pilote l'ordinateur. À un moment, c'est quand même une lecture humaine, mais avec, et notamment l'analyse de texte, la fouille de données, normalement, on devrait être capable de mettre au point des techniques, et on l'est déjà capable. On n'a peut-être pas compris toutes les conséquences, on n'a pas évalué tous les impacts méthodologiques que ça a, mais on est quand même capable, en utilisant l'ordinateur un peu mieux que juste une lecture des PDF à l'écran, on est capable d'appréhender maintenant une masse d'informations, un volume d'informations plus important. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un décalage. Et que ce décalage, oui, il va y avoir un moment où forcément on va revenir sur nos erreurs méthodologiques passées. Mais ça, c'est à partir du moment où la rupture est quand même extrêmement importante, c'est logique qu'il y ait un moment où on pédale un peu dans la choucroute. Et on va revenir là-dessus, probablement. C'est quand même un point extrêmement important. C'est un universitaire britannique qui a regardé en fait la numérisation d'un journal du 18e, un journal britannique du 18e, et ce journal, au moment de sa numérisation, l'OCR était de mauvaise qualité, donc il y a 40% d'erreurs dans l'OCR. Donc il dit, de manière très simple, comme on fait une recherche par mots-clés sur cette base de données, qui est la numérisation de ce journal, potentiellement, à chaque fois qu'on fait une recherche par mots-clés, il y a 40% des articles qui devraient sortir qui ne sortent pas. Donc toute l'historiographie basée sur ce journal, qui a utilisé ce journal au moment où son OCR était mauvais, parce que maintenant ils ont corrigé les choses, toute cette historiographie va être à revoir, voire est à jeter à la poubelle dans certains cas. Il y a d'autres biais, c'est que vous avez des journaux, pour prendre toujours cet exemple, qui ont été très bien numérisés, et puis d'autres qui ne sont pas numérisés. Vous faites l'histoire du Québec, au 19e, les journaux les mieux numérisés sont ceux de Toronto. Donc, naturellement, vous allez plus utiliser les journaux de Toronto pour faire l'histoire du Québec. Autre effet qui est moins visible, c'est un article de Ian Milligan qui décrit ça. Autre effet moins visible, pour faire l'histoire de localités proches de Toronto, vous n'allez pas utiliser les journaux locaux qui étaient très fréquents au 19e siècle, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Vous allez utiliser la vue canadienne classique de Toronto, du journal qui a été numérisé, parce que c'est plus facile. Donc effectivement, il y a une période temporaire où on est en train de faire énormément de bêtises. Je pense qu'on en a fait déjà un peu moins que les années 90, où chacun avait son petit système de base de données, où tout ça est à jeter parce qu'on n'a même plus le logiciel pour lire les bases de données. C'est un exemple classique, mais effectivement, il va falloir revoir une partie de l'historiographie à un moment. Mais si on n'avance pas, c'est-à-dire que si on n'essaye pas de travailler malgré tout ça, en fait, on va rater le coche. Mais on sera obligé de revenir, oui, je pense, sur un certain nombre de résultats scientifiques. Puis il y aura aussi l'apparition de nouveaux algorithmes qui pourront travailler sur les sources numérisées de manière différente, et peut-être que ça aussi changera les résultats. Même si je ne suis pas un pro de l'algorithmique du tout, mais je suppose que le cas est possible. On a parlé de l'impact du numérique et de l'informatique sur les pratiques des historiens. Moi, je voudrais évoquer l'impact du numérique sur nos pratiques d'enseignants d'histoire. C'est vrai qu'avec la disponibilité de ressources numériques extrêmement importantes, on pourrait changer notre pratique d'enseignement et mettre à la disposition des étudiants énormément d'archives. Vous parliez du texte de Jules Ferry tout à l'heure. Désormais, on peut l'avoir en ligne, on peut avoir même le support photographié, parce qu'une chose est numérisée et une autre chose est d'avoir la photographie, donc de voir les différents supports de papier. Ça, c'est une chose qui est extrêmement intéressante, parce que ça change totalement notre pratique d'enseignement de l'histoire. Avec un rapport où l'étudiant ne travaille plus que simplement sur des travaux d'historien, sur des sources secondaires, il a la possibilité de travailler sur des sources primaires. Et la deuxième chose, toujours en direction des étudiants, c'est le travail en réseau. On a parlé du travail en réseau des historiens. Les ressources aujourd'hui de travail collaboratif, de travail partagé, nous permettent d'avoir un rapport à la formation aux étudiants en histoire totalement différent.
en les faisant travailler collectivement sur des données historiques, en les faisant travailler sur des photos de différentes périodes, par exemple en histoire de la ville, on fait des choses comme ça, et puis ensuite d'aller voir, confronter sur le terrain ces réalités-là. Le numérique apporte des mutations dans notre pratique. C'est des mutations qui ont du mal encore à s'imposer, à être introduites, qui sont encore, je les vois autour de moi, partiellement introduites, et pourtant c'est des choses extrêmement intéressantes qui fait que la formation de l'étudiant en histoire se trouve complètement révolutionnée par le numérique. C'était une remarque et éventuellement votre réaction par rapport à ça. Là-dessus, je pense qu'il ne faut pas blâmer que les enseignants. Il faut aussi blâmer les étudiants qui ont parfois du mal à sortir de Facebook pour travailler et faire autre chose avec l'informatique. Et donc là, il y a la question de la formation à l'informatique des étudiants qui se pose dès la première année. Après, effectivement, c'est difficile d'utiliser le numérique dans l'enseignement, et notamment la mise en réseau, parce qu'on est obligé d'abandonner une partie de notre autorité. À partir du moment, notre autorité d'enseignant. Parce qu'à partir du moment où on implique des étudiants, on les rapproche en fait de la source. On diminue la partie médiation entre la littérature, les sources primaires et les étudiants. L'enseignant est une sorte de médiateur entre les deux. On veut aussi, avec le numérique, les mettre plus proches de la littérature secondaire et des sources primaires. On est obligé de se mettre un peu en retrait. C'est très difficile pour un enseignant. On est obligé d'accepter que des étudiants viennent en disant « j'ai trouvé ce document, ça contredit ce que vous avez dit en cours ». Ça ouvre le débat. Ça ouvre le débat, par contre ça met souvent à la fin dans l'embarras plus l'étudiant que l'enseignant. C'est aussi là que c'est délicat. J'ai fait une séance de TD en première année à l'IEP de Strasbourg, donc j'étais à terre à l'époque. J'ai une séance sur le nazisme. Il y a un exposé autour d'un document très célèbre qui s'appelle Protocole Osbar. Le protocole Osbar, c'est un aide de camp d'Hitler qui a pris des notes sur une réunion entre Hitler et son état-major, pour l'essentiel et quelques politiques, où Hitler, en fin 1937, annonce qu'il va renvoyer son ministre de l'économie, Almar Schardt, dont j'ai fait la biographie, et deux, annonce qu'il veut les Sudètes, qu'il veut l'Autriche et qu'il veut Danzig, en gros. C'est un document qui, comme tout document du Troisième Reich, avec la Seconde Guerre mondiale, a sa propre histoire. Il a été perdu, il a été retrouvé, il y a des copies qui ont été données à un tel, d'autres copies qui ont été données à d'autres. Et cette histoire particulière, les négationnistes s'en sont emparés pour dire en fait c'est un faux, avec un argumentaire classique des négationnistes là-dessus. Et donc j'ai des étudiants qui trouvent cet article en ligne. Une étudiante, trotskiste, me le met sous le nez et me dit « ce que vous dites est faux parce que c'est un faux document ». Alors elle ne me le dit pas de manière aussi radicale que ça, elle sous-entend que peut-être il faudrait que je remette en cause. Elle m'a effectivement mis dans l'embarras, mais pas pour la raison qu'elle pensait. Elle m'a mis dans l'embarras parce que je ne voulais pas la traiter de néo-nazie devant ses collègues. Et le truc, c'est que si elle avait fait un tout petit peu d'effort, si elle avait, avant, peut-être que si j'avais pris le soin d'apprendre à mes étudiants à lire une URL, avoir le simple réflexe de consulter la page d'accueil du site web où elle avait trouvé l'article. L'URL était pas tout à fait du genre sitewebnazi.com, mais pas loin. Et la page d'accueil figurait un chevalier teutonique en train de faire un salut hitlérien. Donc c'était assez clair. Si elle avait fait ce petit effort, elle ne serait pas venue me voir. Donc vous avez dans l'introduction du numérique, dans l'enseignement, des effets qui sont à double sens et qui ne sont pas évidents à gérer. À double sens, c'est-à-dire qu'ils peuvent remettre en cause un peu l'autorité de l'enseignant, mais qui peuvent mettre aussi les étudiants face à certaines de leurs insuffisances intellectuelles, parfois. Qui peuvent mettre aussi les enseignants face à leurs insuffisances intellectuelles. Hein, voilà. Donc c'est assez difficile à gérer, et je pense que là, il y a quand même un frein pour l'introduction de méthodologie numérique dans l'enseignement qui est très très fort. Oui, je voudrais rajouter quelque chose parce qu'il y a un facteur de changement potentiel. Pour le moment, il n'existe pas encore, mais qui se prépare, qui est la transformation aussi de l'enseignement de l'histoire et de la géographie dans l'enseignement secondaire. Parce que dans l'enseignement secondaire, il y a quand même des efforts qui sont faits. Et
notamment, là aussi, c'est une poussée sociale. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de départements français dont les conseils généraux ont décidé de supprimer l'achat des manuels, qui est, comme vous le savez, ça coûte très cher, hein, tous les 4 ans ou 5 ans, il faut renouveler les achats de matériel. Et donc, ils ont décidé de donner aux élèves des collèges des micro-ordinateurs. Alors, c'est des micro-ordinateurs très rudimentaires, je crois que c'est BIC qui a fait... ils sont bardés de caoutchouc, parce que pour les gamins, évidemment, ils se les jettent à la figure, donc il faut des trucs un peu costauds. Et donc, là, le support de cours, c'est plus le manuel, c'est du support en ligne. Et il y a déjà une maison d'édition, enfin, c'est une coopérative. D'ailleurs, il y a des collègues géographes de Paris qui sont dans le coup, qui s'est lancé sur ce créneau pour fabriquer Alors, il y a un livre, mais qui est très restreint, et puis qui est destiné à l'enseignant de toute façon. Et puis surtout, il y a la possibilité d'avoir en ligne des collections documentaires, de cartes, de textes, de choses comme ça, extrêmement variées, extrêmement complètes. Et donc, les élèves n'ont plus de livres, mais ils ont l'accès, il y a un code, et ils ont accès avec leur micro-ordinateur aux données qui sont en ligne. Et l'enseignant fait son cours en se servant des données en ligne. Ce qui va changer évidemment le rapport aux documents. Je pense que les élèves qui auront suivi ça, quand ils arriveront en première année, ils n'auront pas la même attitude que nos étudiants aujourd'hui qui viennent de Facebook, quoi. En gros, il faut dire ce qu'il y a. Voilà. Ouais. Cela dit, moi, en cours, j'autorise les étudiants à avoir leurs ordinateurs connectés à Internet et s'ils veulent vérifier ce que je dis, qu'ils le fassent. Et ils me posent des questions si jamais ils trouvent des choses contradictoires. C'est peut-être juste le premier pas. C'est accepté. De toute façon, maintenant, on est tous face, quand on fait notre enseignement, on a d'abord des dos d'ordinateurs portables devant nous. La seule chose que je leur demande, c'est couper le son, parce que les notifications de Facebook me dérangent en règle générale, mais c'est tout. Il y a aussi juste un point rapide, c'est qu'il y a l'introduction du numérique dans l'enseignement, il y a l'introduction du numérique dans nos pratiques sociales d'historiens aussi, et notamment pendant les conférences. Vous voyez, on a un séminaire, je suis enregistré, donc je me pose la question depuis le début de mon comportement physique, espérer que je n'ai pas l'air d'être trop recroquevillé, etc. Ça change déjà la manière dont je me comporte en séminaire. Il y a l'utilisation des réseaux sociaux pendant les conférences. Pendant la conférence que j'avais organisée en 2012 au Luxembourg sur le web comme source pour l'historien, en fait, j'ai pu reconstituer les discussions et les débats qui ont été faits autour de la conférence sur Twitter et constater que le premier jour, en gros, c'était des commentaires des contributions ou des résumés des contributions. Le second jour, en fait, le débat sur Twitter est resté scientifique, mais sur d'autres sujets que les interventions. Donc du coup, j'ai récupéré tout ça et je l'ai intégré dans mes conclusions. Donc on a des sortes de conférences comme ici, ce séminaire, qui sont un peu ubiquitaires, c'est-à-dire que finalement, on a un lieu physique, mais aussi des lieux virtuels en même temps. Et ça change aussi pas mal la manière dont on organise nos conférences. Et parce qu'ensuite, pour les grosses conférences, si on a un corpus de tweets, par exemple, Twitter est intéressant parce que l'API est assez ouverte, donc on peut récupérer les données facilement. Si on a un corpus de tweets assez intéressant, ben là, on peut faire un usage réflexif des outils informatiques et donc faire de l'analyse de texte sur le corpus Twitter pour savoir quels sont les grands thèmes qui ont été discutés, les thèmes qui ont été les plus discutés, de l'analyse réseau pour savoir quelles sont les grandes personnalités qui sont ressorties et pourquoi. Est-ce qu'elles ont reporté des propos qui ont été tenus ou est-ce qu'elles ont participé au débat, etc. On va aussi un peu changer nos propres pratiques sociales. Mais c'est assez lent. Je crois qu'on a encore 2 questions dans la salle et puis on va essayer de ne pas reléguer pour les 5 dernières minutes les questions du Framapad. Oui, moi c'est juste une toute petite remarque. Enfin, je ne suis pas enseignante d'histoire et autant je trouve ça intéressant de cette idée de la difficulté à abandonner son autorité en diminuant la distance avec les sources. Mais par contre, je suis pas très convaincue par l'exemple que vous avez donné parce que, encore une fois, je ne suis pas enseignante d'histoire, mais il me semble que la représentation que j'ai de l'histoire, en tout cas, c'est qu'on enseigne aux étudiants comment analyser des sources,
enfin, j'imagine, comment analyser des documents, comment considérer des documents, et que donc le fait de se tromper ou de faire preuve d'insuffisance intellectuelle, bah, c'est une occasion pour rebondir et pour... C'est parfaitement vrai, mais encore faut-il transformer ça en une occasion pour rebondir. C'est là que l'exercice pédagogique est difficile. J'aurais dû expliciter ça quand je l'ai dit. Ok. Non, mais le but de l'insuffisance, quand on constate qu'on a une insuffisance intellectuelle, le but est de passer outre et de la réduire et de ne plus l'avoir, et du coup d'accroître sa capacité intellectuelle, bien sûr. D'accord. Voilà. Mais donc, du coup, pour vous, ça veut dire que l'enseignement de l'informatique, il n'est pas nécessairement découplé de la discipline, voire au contraire, il gagnerait à être disciplinarisé, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais... C'est parce qu'aujourd'hui, on se demande toujours s'il y a un enseignement de l'informatique qui peut être transversal à toutes les disciplines. On a ça ici avec le C2I notamment, ou si l'enseignement de l'informatique doit être coloré disciplinairement. Vaste débat. Je pense qu'à un moment dans les cycles de licence, il est peut-être pertinent de faire un enseignement commun à tous. Donc à partir du master, on peut imaginer d'aller plus loin et d'aller vers les outils qui sont plus pertinents pour une matière donnée, une discipline donnée. D'un autre côté, moi, les outils que j'utilise viennent de la linguistique. C'est l'approche statistique du texte, c'est la textométrie ou l'analyse de texte. Et c'est la visualisation réseau qui est très reliée à l'analyse réseau qui vient de la sociologie. Donc disciplinarisé, oui, mais sans oublier le socle commun. Et sans oublier les enjeux d'interdisciplinarité qu'il y a avec le numérique et l'apprentissage de l'outil informatique. Moi, j'avais une remarque en forme de question, c'est-à-dire que cet enseignement, écriture numérique de l'histoire ou écriture et informatique de l'histoire, on le fait en L1, nous. Donc là, en L1, L3, et on fait exactement ça, on fait un peu ça. Et c'est vrai que la question du web comme source, telle que ça avait été posée par Philippe Rigiel et par vous, pose pas mal de soucis, et l'une d'entre elles est liée à l'historiographie de tout à l'heure. Car un des soucis qu'on a à Paris 1, c'est de garder la mémoire de ceux qui ont fait des bases de données avant. Donc pour ça, on se tape pas mal de travail d'urbanisme au sens informatique du terme, parce qu'il faut reprendre tous les vieux systèmes, tous les Apple II, et arriver à récupérer les données, les disquettes 5 pouces écart, les disquettes 3,5, les bandes, des choses comme ça. Il y a des données qui sont inexorablement perdues, d'autres qu'on arrive à récupérer. Donc on a un gros travail d'archivage, comme ça, parce que archiver la mémoire, ça fait partie du travail au fond. Et il y a aussi la question sur le web de la difficulté des superpositions de couches technologiques. C'est-à-dire que dans l'apprentissage de l'historien, il y a effectivement la capacité à consulter le web tel qu'on peut l'avoir sur des pages, le deep web aussi. Et puis alors là, pour le coup, après, c'est la merde, parce que il y a des superpositions de technologies très fortes. Et donc du coup, une question que je me pose, c'est jusqu'où va la formation de l'historien? Et je pense que c'est possible que ça rejoigne une question qui soit dans le Framapad, parce que je viens de lire le truc, donc peut-être que j'ai eu tort de la poser maintenant, je viens de lire la troisième en même temps que je parle. Parle bien dans le micro. Oui, donc en fait, la question que je me posais, c'était jusqu'où aller dans la formation de l'historien et quel genre d'historien informatisant est-ce qu'on veut? Est-ce qu'il faut un informaticien? Est-ce qu'il faut un informatisant? Pour l'instant, la politique de Paris 1, c'est plutôt d'avoir un informatisant. Voilà. Donc on a 3 questions sur le Framapad, une question aux 2 chercheurs. Je vais la lire, des fois qu'elle ne puisse pas être lue par tout le monde. Avez-vous connaissance de réflexion sur ce qu'il faudrait apprendre prioritairement à des doctorants d'histoire en ce qui concerne les savoirs et savoir-faire numériques de la discipline nécessaire à l'exercice du métier de chercheur? Avez-vous vous-même des idées à ce sujet sur les thèmes, problématiques, outils techniques, usages sociaux qu'il faudrait faire impérativement découvrir aux doctorants d'histoire sur la dimension numérique de la recherche? Moi, j'ai tout récemment rédigé un plan de cours pour des doctorants humanité numérique, enfin en histoire, qui sera fait l'année prochaine pour le LabEx. Donc la manière dont j'ai orienté mon cours, mais il est à expérimenter, est la suivante. D'abord, je m'attarde assez longuement sur la notion de données et de mise en données. Donc avec une introduction qui réinsère la mise en données de l'histoire dans la mise en données du monde,
rappeler que l'histoire n'est pas seule et que le numérique touche à peu près toute la société. Et donc réinsérer un peu ce qu'on peut faire en histoire dans la mise en données du monde de manière générale. Et après, je m'attarde sur la notion de donnée dans un sens large. Qu'est-ce qu'une donnée? Comment on l'élabore? Quelle construction sociale est la donnée? La donnée est construite socialement. Et puis après, des choses beaucoup plus pragmatiques. Comment on constitue un corpus? Par exemple. Et puis, je pense que je termine sur quelques petites choses sur le big data, juste pour donner pour avoir une séance sur des éléments plus récents. Après, je m'attarde sur l'exploitation des données. Donc là, on est vraiment dans les outils. Donc ce que j'utilise moi couramment à titre personnel, c'est Iramutech, qui est une interface du logiciel R pour l'analyse de texte. Je vais de plus en plus vers R directement aussi, mais c'est pas évident à enseigner, donc je préfère montrer Iramutech parce que c'est une interface, etc. Je crois il faudrait aussi que je regarde dans ce cadre-là. Il me semble que le Pirée a fait une interface en ligne à R. Donc il faudrait aussi que je la montre, parce que le but n'est pas de former sur un outil précis, mais de donner les principes et ensuite de montrer un peu un panel d'outils qui est utilisable, quitte après, avec les doctorants précisément, d'approfondir en dehors du séminaire. Il y a aussi Voyant Tools pour la linguistique qu'on peut utiliser, qui est pas mal fait du tout, qui est un outil canadien. Donc, les outils de visualisation géographique et de réseau, donc classiquement c'est Gephi. Pour la partie géographique, je suis moins versé là-dedans, donc il va falloir d'ici l'année prochaine que je m'y intéresse un peu plus. Et après, je termine sur les aspects sociaux, l'usage des blogs, des réseaux sociaux, ce que ça change et comment utiliser les données qu'on émet quand on utilise les carnets de recherche, quand on publie en ligne, quand on utilise les réseaux sociaux. C'est à peu près les 3 grands trucs que j'ai fait. Ça couvre pas nécessairement tout, mais le but est de toute façon de donner un aperçu et puis après, voir précisément avec chaque doctorant ce dont il a besoin. Parce que le but est de montrer les panels d'outils, l'ensemble des outils qu'on peut utiliser pour qu'ensuite le doctorant ait une réflexion sur sa thèse et se demande quels outils il va utiliser, quelle base de données éventuellement il peut utiliser pour celles qui sont existantes, comment est-ce qu'il doit constituer un corpus, comment il va le constituer, etc. Le but n'est pas de donner des outils tout faits, mais vraiment de donner un regard assez large pour que ensuite les doctorants fassent leur choix scientifique. Voilà. Oui, c'est un peu la même chose qu'on fait, alors depuis quand même assez longtemps maintenant. Donc, effectivement, la donnée, au départ, ça c'est sûr, la réflexion sur la donnée. Alors, nous, très axés sur, bien sûr, les bases de données, avec les évolutions, puisque on est passé des bases de données, type des bases, etc., qui étaient un peu les bases de données matricielles, puis les bases de données relationnelles, et aujourd'hui, des bases de données qui sont beaucoup plus liées, beaucoup plus souples, puisque liées au langage XML, et donc aux possibilités d'enregistrer des choses de façon beaucoup plus complexe. Donc toujours la liaison données, bêta-source, source. Mais ensuite, par rapport à ce que vous avez dit, on met certainement beaucoup plus l'accent sur les aspects statistiques, et notamment l'analyse factorielle, qui est restée pour nous une chose essentielle, en commençant aujourd'hui maintenant à mettre plus de choses sur l'analyse de réseau. Et ensuite, on a un gros secteur sur la textométrie, enfin la création de corpus, et puis les outils qui sont ceux des logiciels de lexicologie, Lexico 3 et Hyperbase, qui sont les 2 logiciels sur lesquels on forme les étudiants. Et puis, il y a une 3e partie que moi, j'ai pratiquement pas faite, mais qui est faite, qui est celle sur les SIG et la géographie. Effectivement, moi, c'est un investissement que je n'ai pas vraiment fait, parce qu'il y avait des gens qui l'avaient fait et qui l'enseignent très bien, beaucoup mieux que moi. Par rapport à vous, ce qu'on ne fait pas pour le moment, mais peut-être que les jeunes le feront, enfin moi, c'est pas de ma génération, c'est l'aspect réseaux sociaux, blogs, etc. C'est une séance, mais c'est une séance qu'il faut faire. Effectivement, moi je ne suis pas... J'ai même pas de téléphone, j'ai même pas de téléphone portable, alors je suis vraiment pas fait pour les réseaux et tout ça. C'est pas de ma génération. Donc on a ensuite une question à Frédéric Claver qui est là, que vous pouvez découvrir.
Est-ce que les transformations numériques dans la recherche en histoire concernent de la même façon, avec les mêmes outils, avec les mêmes enjeux, avec la même ampleur, les différentes sous-spécialités par période de la discipline, ancienne, médiévale, contemporaine, moderne? Est-ce que les différences éventuelles de ce point de vue sont susceptibles de segmenter, voire éclater la discipline entre ces périodes en raison des transformations liées au numérique? Je pense que pour répondre à la première question, la première partie de cette question, ce qui est fondamental, je ne pense pas que ce soit les grandes périodes, je pense que c'est le rapport aux sources primaires. Je suis un historien qui a d'abord fait des sources administratives. Elles sont abondantes. C'était dans l'entre-deux-guerres, donc il n'y en a pas trop, mais il n'y en a pas trop peu, c'est pratique. Du coup, je n'ai pas nécessairement extrêmement besoin d'outils, enfin pour ma thèse, j'en avais pas nécessairement besoin. J'avais pas nécessairement besoin d'outils numériques très poussés. Je me suis aperçu après que j'aurais pu faire quelque chose dans le domaine de la lexicométrie, textométrie, c'est-à-dire essayer d'analyser. Vous savez que le Troisième Reich, c'est d'abord une alliance entre militaires conservateurs et nazis avant de devenir strictement nazi. Et de voir comment ces trois groupes de personnes utilisent des mots antisémites, en fait. Est-ce qu'ils utilisent les mêmes mots quand ils parlent des juifs ou pas? Parce que c'est une question extrêmement importante. Normalement, les conservateurs avaient une éducation plutôt humaniste qui aurait dû les empêcher de s'allier aux nazis. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un socle commun idéologique, enfin, dans mon analyse, et qui est très relié à l'antisémitisme, même si cet antisémitisme, selon les personnes, n'est pas nécessairement tout à fait de même nature ou à le même degré. Et donc là, c'est quelque chose que j'aurais pu faire, c'est-à-dire faire une analyse des discours publics et voir les mots liés, les mots utilisés par les différents groupes quand ils parlaient des Juifs, pour voir si effectivement, finalement, mon hypothèse qui est qu'il y avait un antisémitisme commun de base qui a joué énormément dans l'alliance de janvier 1933, si cette hypothèse était juste. Parce que finalement, je l'ai fait de manière très classique. J'ai lu les sources, je l'affirme, donc c'est vrai. Enfin, quand on lit un historien, on doit le croire finalement, même s'il y a les notes de bas de page pour aller vérifier les sources. Personne ne va aller à Berlin vérifier les tonnes d'archives que j'ai faites. Donc on me croit, mais on doit croire mon intuition finalement là-dessus. Moi-même, je dois me fier d'une certaine manière à mon intuition, mais peut-être qu'une analyse de ces discours contredirait mon hypothèse. Donc là, il y a le pour revenir à la question, ce n'est pas, à mon avis, la période, mais le rapport aux sources. D'un autre côté, en fonction des périodes, on peut avoir un rapport aux sources différent. L'abondance contemporaine de documents est probablement contraste assez fortement avec l'histoire médiévale, je suppose, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de la période. Enfin, je n'ai jamais fait autre chose que recevoir un enseignement sur l'histoire médiévale, donc je n'ai pas pratiqué, donc peut-être que je me trompe. L'histoire antique, qui est très reliée à l'archéologie, a forcément aussi ses outils propres, je suppose, qu'en histoire contemporaine, on n'utilisera jamais. Par contre, je crois qu'il y a quand même des outils que tout le monde va utiliser, notamment les outils qui sont reliés au texte, avec des nuances, effectivement. Nous, on n'a pas... dans un texte contemporain anglais, il y a marqué King, il n'y a qu'une seule manière de l'écrire, ça c'est certain. Mais ces outils, enfin la lénétisation, on va quand même la pratiquer. Donc je pense qu'il y a quand même des points communs. Est-ce que ça va entraîner une segmentation ou un éclatement des disciplines? Je pense pas, mais je n'ai pas de réponse claire à cette question. Je pense que c'est trop tôt pour pouvoir y répondre. Je pense pas. Pas plus qu'avant. Parce que finalement, la segmentation la segmentation en période chronologique, en grande période chronologique, elle est d'abord institutionnelle aujourd'hui. On est dans telle section du CNU ou dans telle section CNRS ou pas. Elle n'est pas liée aux outils qu'on emploie en rapport aux archives. Donc je ne sais pas si la question est pertinente. Peut-être qu'il y aurait une segmentation différente qui s'imposerait, mais c'est d'abord la segmentation institutionnelle, je pense, qui s'impose, et qui s'imposera durablement. Je pense que la segmentation, je suis tout à fait d'accord, hein, mais je pense que si on regarde les archives, si on regarde les données, je pense qu'il y a quand même 3 périodes qui sont, si on peut dire. Là, il y a effectivement la période antique, parce que là, l'archéologie est essentielle, et on est obligé de travailler à la fois en archéologie et en histoire,
Mais les antiquisants se sont très bien armés pour ça, avec ce site qui s'appelle Perseus, et qui a été fait par l'université américaine, où on retrouve absolument tout, il y a tous les textes, voilà. Il faut dire aussi, les données ne sont pas non plus énormes, donc on peut arriver à les maîtriser toutes. L'histoire médiévale, ça n'existe pas, le Moyen-Âge n'existe pas, donc il y a une vaste période qui commence, voilà, quelque part, on ne sait pas trop où, entre le 6e et le 9e siècle, et puis qui s'achève brutalement. Alors là, on sait très bien la fin, c'est effectivement quand on rentre dans la période que, pour moi, est contemporaine, celle de la révolution industrielle et la production de données de masse. Et là, on est effectivement confronté à d'autres choses, avec des archives de masse qui n'ont rien à voir avec celles de la période moderne, l'époque où on écrivait encore à la main, toutes les sources, ça change tout. Comme l'époque où on tuait les gens avec des épées, on a beau être très méchant, on n'arrive pas à en tuer autant qu'avec une mitrailleuse ou une bombe atomique. Bon, voilà, c'est des changements d'échelle. Et ça, l'époque contemporaine. Et en plus, je crois que l'institution va résister, et elle résiste très fort. Mais je pense que ce qui va la tuer, c'est la globalisation. Et ça, c'est un élément beaucoup plus puissant que l'informatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec ces chronologies-là, on ne peut pas enseigner l'histoire de l'Inde, l'histoire de la Chine, voilà, parce qu'elles ont des temporalités complètement différentes. Et je crois que c'est ce qui se passe surtout aux États-Unis, où les départements d'histoire sont en train d'exploser, parce que les 4 périodes de l'histoire européenne disparaissent, puisque l'histoire européenne se retrouve réduite à une part de plus en plus restreinte par rapport à l'histoire du monde asiatique. Et voilà. Donc là, il y a des forces qui agissent et qui vont, un jour ou l'autre, produire des effets sur l'institution. Ce sont des forces sociales, plus que des forces intellectuelles. Mais je pense que pour les données, les sources, les archives, il y a effectivement, on peut dire, il y a trois grands blocs sur lesquels... Alors, entre le 15e et le 16e siècle, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucun changement. Sur la partie histoire globale, il faut notamment se reporter aux travaux de Patrick Manning, qui est très en pointe là-dessus, et où effectivement l'histoire européenne est une histoire parmi d'autres. Voilà. Et puis alors on a une dernière question. Qu'est-ce qui vous semblerait préférable pour le développement des compétences numériques dans le métier d'historien? L'institutionnalisation d'une sous-spécialité du numérique historiographique, une science auxiliaire dans l'histoire, mention de master et doctorat, poste fléché, service d'enseignement spécifique, budget fléché, etc., produisant des spécialistes dialoguant avec l'ensemble des historiens dans les laboratoires, colloques, séminaires, ou bien l'immersion d'une fraction des historiens dans une filière latérale qui pourrait devenir un jour une discipline nouvelle du genre les humanités numériques, susceptibles d'informer ensemble les sciences humaines et sociales. C'est une question de stratégie sociale. J'avoue que je n'ai pas de bonne réponse. Obligatoirement, le fait que j'ai pris ma retraite en laissant les choses dans un état tel qu'elles sont est un exemple typique de l'échec de toutes mes propres tentatives. Ce n'est pas un échec total, mais je pense pas, je crois pas, je crois d'abord que l'institutionnalisation n'est pas possible. Elle n'est pas possible parce que l'institution résiste, elle n'en veut pas. Donc on se heurte à ça. Malgré tout, que les historiens aient un besoin d'une formation, ça rejoint un peu votre question tout à l'heure. Il faut savoir que nos étudiants en histoire, ils sont pas plus bêtes que d'autres, ils sont sympathiques, ils ont toutes sortes de qualités, mais ils ont une peur du chiffre qui est dramatique. Beaucoup sont là parce qu'ils n'ont jamais voulu faire de maths, de quantitatif, etc. Et donc, je pense que la seule façon de les amener à braver cette phobie, c'est de leur faire un enseignement pour eux qui leur permette de voir qu'en tant qu'historiens, ils ont besoin de l'informatique et ils ont besoin de mesurer, ils ont besoin, etc. Donc voilà, c'est simplement une chose que j'ai observée. Et je trouve que l'enseignement d'informatique pour les historiens, pour ceux qui viennent, produit plutôt des bons résultats. Enfin, je pense qu'en tout cas, c'est pas rien. En gros, je suis content du résultat. Et je pense que de toute façon, même ceux qui ont fait de l'informatique, même s'ils ne font pas d'histoire après, c'est quelque chose qui leur sera utile dans leurs activités, dans leur carrière. Ce qui est après tout quand même des choses essentielles quand on pense à des étudiants. Par contre, l'effet sur la recherche historique proprement dit est faible, mais à cause des blocages que j'ai évoqués. Et là, tant que ces institutions comme le CNU et autres seront là, à mon avis, on ne pourra absolument rien faire. La seule parade que j'ai trouvée, moi, parce que ça a été relativement facile à une certaine époque
c'est de créer des postes, il y a deux éminents représentants de la filière ici, de créer des postes de Prague, parce qu'on crée des postes de Prague plus facilement que des postes de maîtres de conférences, et des postes de Prague sur lesquels on recrutait des gens qui étaient passionnés d'informatique, qui étaient des historiens en même temps, et en leur donnant les possibilités de faire leur thèse, parce qu'ils ont fait l'un et l'autre. Et il y en a d'autres qui les ont suivis ou qui les remplaceront et qui font ces thèses. On est quand même arrivé à créer 5 postes, ce qui n'est pas si mal dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. Mais c'est au niveau des universités de faire ça. Je constate d'ailleurs que si vous regardez le mouvement des postes cette année, qui sont offerts en histoire, des postes de maître de conférence, plusieurs postes de maître de conférence ont la mention numérique, sans mention de période. Oui, 5. Ça, c'est une nouveauté absolue. Hein. C'est la première année que ça se produit. Dont un est humanité numérique. Oui, dont un, humanité numérique. Donc, je crois que... Oui, on voit très bien les effets des formations type Master Pro, puisque très clairement, il y a au moins quelques postes qui sont très orientés sur l'histoire du livre, des bibliothèques, et qui entrent en résonance avec les formations qui existent, par exemple, à l'école des Chartes. Oui, donc le besoin commence à faire changer les choses. Mais par exemple, en ce qui concerne les mentions au master, il y en avait, puis maintenant il n'y en a plus, puisque la grande réforme, on ne sait pas pourquoi, le ministère a supprimé les mentions au master. Ça paraît assez aberrant, mais c'est comme ça. Donc d'abord, pendant 5 ans, il a fallu qu'on trouve des mentions pour mettre au master. On l'a fait, on a abouti à un résultat qui était somme toute plutôt pas mauvais. Et puis maintenant, il n'y a plus de mention. C'est le master histoire, au point que c'est quand même des jolies histoires du presse. On est dans un presse qui unit l'école des hautes études et l'université Paris 1, le CNAM, l'école pratique des hautes études. Et je crois que l'université Paris 1 se voit refuser plus ou moins la possibilité d'avoir un master histoire, parce que c'est l'école des hautes études en sciences sociales qui aurait le master histoire, et qu'il va y avoir 2 fois la même mention dans le même établissement. Quand on se souvient que l'école des hautes études a été créée précisément pour protester contre le conservatisme des historiens histoire, et que c'est maintenant eux qui vont avoir la mention histoire, c'est assez drôle. Personnellement, ça ne me gênerait pas du tout que les deux aient la mention histoire. Enfin, ça, c'est l'histoire franco-française, et qui vous montre à quel point c'est difficile de faire bouger les choses dans notre beau pays. Et voilà, bon, c'est amusant. J'espère que je serai démenti, que notre président, les responsables du presse vont dire c'est impossible, c'est pas ça, vous avez rien compris. J'espère, puisque c'est diffusé. Bon, en tout cas, on arrive au bout de nos 2 heures, il est 6h30. Il nous reste à vous remercier chaleureusement d'avoir venu, d'avoir fait cette discussion. Et voilà, merci, au revoir. Très bien. Il faudrait qu'on creuse cette histoire, parce que chez moi, ce qui se passe dans les années 60-70, d'après vous, c'est pas l'histoire économique quantitative qui a été la plus dynamique. C'est celle qui est systématiquement présentée comme telle. Oui, c'est faux. Et dans le bouquin de